Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de 8 de pixels qui décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture. On vous l'avait teasé la semaine dernière, on vous l'annonce aujourd'hui. On va parler évidemment de jeux vidéo et de cinéma cette semaine. Il y a un petit film qui justifie ce sujet, je me tourne vers toi Cédric, un petit hérisson bleu qui court. Il s'appelle je sais pas moi, Mario. Très bien, ok, bon, donc c'est bon, on a compris. On va parler donc pour la sortie de Sonic le film, de jeux vidéo et de cinéma, les incursions de celui qu'on appelle le 10e art à Hollywood. Et pour en parler, on va avoir aux côtés de Cédric du coup Marie Casabonne de Panic Cinéma. Bonjour. Salut. On t'avait déjà reçu pour les nanars. Ouais, j'étais venue au moment de la sortie du Disaster Artist et je suis revenue aussi l'an dernier. On était avec Océane pour parler d'Edgar Wright. Donc on est vraiment aux deux spectres du jeu vidéo au cinéma, aux deux extrémités du spectre. Quelque chose me dit qu'on va avoir des discussions bien animées autour de ce sujet-là. Et on te remercie d'être présente à nos côtés aujourd'hui. En face de toi, on a Stéphane Moïsakis. Bonjour Stéphane. Salut. Alors toi, on te connaît, on t'a suivi dans nos ciné entre autres, on t'a suivi également dans Capture Mag et on te suit toujours dans Capture Mag et Stéroïde. Un petit numéro de Stéroïde à venir. Alors on va lancer le podcast en fait. D'accord. Stéroïde aussi, et du coup ça sera plus petit que ce qu'on faisait sur Capture Mag et voilà, ça arrive très vite. Très bien, bah du coup hâte de pouvoir écouter ça. De part et d'autre de Stéphane, nous avons pardon Océane, comment ça va? Salut. Moi ça va. Georges, non mais j'ai mon écran qui a fait un truc bizarre. Comment ça va Océane? Bah écoute, mieux que ton écran a priori. Oui, très très bien. Ah non mais mon ordinateur m'a fait des trucs juste avant l'émission, je vous décris On pas veut ça. pas savoir ce genre de choses. Voilà. Mais personne ne veut savoir, je pense. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va. Très bien, même après avoir fini BoJack Horseman. C'est un sujet encore très sensible et j'ai très envie d'en parler en évitant d'en pleurer. Ça va très bien, on va en parler justement, donc ça tombe bien. Et à l'autre bout du plateau, nous avons PJ. Alors d'habitude, tu es derrière la vitre. Exactement, et là aujourd'hui je suis en plateau parce que j'aime le jeu vidéo, j'aime le cinéma et j'aime les deux, donc j'aime bien en parler et j'espère qu'on va bien en parler aujourd'hui. Voilà. Très bien, quelque chose me dit qu'on va mal parler aujourd'hui. Aussi, ça peut être sympa aussi. Mais on peut bien en parler, mais on peut mal parler. Donc n'hésitez pas évidemment sur le chat, on salue Doko, on salue toutes les personnes qui nous suivent. N'hésitez pas à poser vos questions et à interagir avec nous tout au long de l'émission. On tâchera de répondre à vos questions si elles sont pertinentes. Hashtag HPL sur Twitter, sur Twitch on vous lit, n'hésitez pas à vous abonner également, ça nous aide à fournir davantage d'émissions. Et c'est parti pour les critiques. Mais c'est de la merde. Alors 2020 a commencé avec la fin de deux grandes séries de la décennie passée, The Good Place et BoJack Horseman, toutes les deux disponibles sur Netflix en France. Et Océane, du coup, tu voulais, on le disait tout à l'heure, parler de la fin de BoJack Horseman et revenir sur la série dans son ensemble. Effectivement, donc BoJack Horseman qui est arrivé sur Netflix en 2014, donc c'était un peu dans la première vague des grosses séries Netflix avec Orange is the New Black ou encore House of Cards. Et donc c'est la première série de son créateur, donc il s'agissait de Raphaël Bob Waksberg, si je le prononce bien, et qui sur les premières saison, en plus d'être le showrunner, il doublait certains personnages parce que ça manquait un petit peu de budget. Mais pour le reste, le casting vocal c'était quand même très intéressant parce qu'on avait Will Arnett, on avait Alison Brie et Aaron Paul, tout juste sorti de Breaking Bad. Alors le cadre de la série était en plus insolite puisque c'était un monde, si je dis pas de bêtises, où les animaux et les humains cohabitent. Il y en a certains qui ont des têtes d'animaux, tout ça. Ça se déroule à Hollywood, parodie de Los Angeles et de l'industrie audiovisuelle. Plein de belles choses. C'est ça, parce qu'en fait BoJack, donc en fait c'est un acteur has-been qui avait cartonné à l'époque avec sa sitcom Horsing Around, donc très joli jeu de mots par rapport aux chevaux. Et en fait donc pendant les 6 saisons de la série, en fait on le suit dans Hollywood en train d'essayer un petit peu de se refaire une image, de retenter un comeback dans sa carrière avec plus ou moins de succès. Et donc au-delà de son évolution à lui, c'est surtout aussi évidemment une satire de l'industrie audiovisuelle avec tous les abus et excès qu'elle comporte. Mais plus en tout cas que sa carrière, c'est quand même son évolution psychologique qu'on prend le plus de entre guillemets plaisir à suivre, puisque la vie de BoJack est pas super facile, et tout ce qui est en matière de relations, donc toutes ses aventures amoureuses, même ses amis, ça finit par prendre à chaque fois un tour extrêmement toxique. Et l'un des enjeux principaux de la série, c'est quand même de savoir jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut le suivre et avoir de l'empathie pour lui.
Et tous ces enjeux moraux donc, qui sont au cœur de BoJack explosent d'ailleurs dans la saison 3 qui a un petit peu défrayé la chronique. C'est peut-être toujours le cap de la saison 3 pour les séries, c'est toujours assez important. Et tu considères que c'est la meilleure d'ailleurs? Ah, complètement. C'est à mon sens la plus importante puisque c'est celle qui fait basculer BoJack dans la catégorie des anti-héros comme Walter White ou Don Draper, pour citer vraiment Mad Men ou encore une fois Breaking Bad. C'est une saison extrêmement expérimentale puisqu'on a entre autres cet épisode aquatique de 20 minutes sans aucun dialogue qui est absolument formidable, cet hommage à Lost Translation, voilà, PJ approuve. Et on a aussi cette parodie géniale de Mad Max Fury Road à peine un an après la sortie du film de George Miller. C'est aussi, à mon sens, la saison la plus existentielle pour l'ensemble des personnages qui prennent encore plus d'épaisseur. Je pense notamment à Diane, donc, qui est sa meilleure amie, qui est censée écrire son autobiographie et dont le mariage avec un chien qui s'appelle Mr. Peanut Butter commence un peu à battre de la patte. On a aussi Princess Caroline, donc l'agent de BoJack qui est un chat et qui vit plein d'emmerdes dans sa vie professionnelle comme personnelle. Et Todd également, donc le meilleur ami de BoJack Horseman, son colocataire, donc qui est doublé par Aaron Paul, qui assume enfin son asexualité, et c'était un fait encore très très rare dans une série. Alors au-delà de la description des rêves d'adultes par Gad Elmaleh, on peut dire que c'est quand même une série progressiste à beaucoup de niveaux, beaucoup d'orientations sexuelles différentes, les personnages féminins sont très complexes, les sujets de société abordés, c'est assez varié. Est-ce que c'est encore le cas dans la dernière saison qui, je crois, aborde tout ce qui a trait à la cancel culture? Comment est-ce que c'est évoqué? C'est ça, donc déjà effectivement une série d'animation qui parle d'avortement, de féminisme, d'addiction, de dépression. C'est pas forcément nouveau, mais la manière dont la série aborde ces sujets, ça rappelle qu'il faut avant tout avoir une plume extrêmement précise et sérieuse concernant tous ces sujets, qu'on peut pas forcément prendre ça tout le temps à la rigolade. Et ici, la série remet tout le temps en question BoJack et n'en fait pas un héros, et on est loin de l'idolâtrer. Effectivement, cette dernière saison, elle prend ses responsabilités concernant BoJack et elle le met face au fait accompli. Elle questionne donc son humanité en même temps que la nôtre, puisqu'elle questionne aussi nos limites à nous en matière d'empathie et du pardon qu'on pourrait apporter à BoJack. La série rappelle que personne n'est noir, personne n'est blanc à 100%, et elle rappelle aussi la nuance à apporter à chaque situation, aussi grave soit-elle. Donc effectivement, on pouvait craindre que peut-être que le personnage s'en sorte dans une sorte d'apologie du personnage, mais jusqu'au bout, la série arrive parfaitement à jongler avec ces notions de cancel culture et de wokisme, le tout avec une bonne satire des médias en règle, plus prompte à pardonner aux criminels méritant la prison selon la couleur de peau et le genre de la personne incriminée. Donc la série s'achève aussi bien qu'elle a commencé? Encore mieux, la série se bonifie de saison en saison. Loin des premières un tout petit peu timides, c'est vraiment à partir de la 3 que la noirceur gagne définitivement l'ensemble, et que même si ça reste drôle, on n'en sort pas vraiment heureux. C'est-à-dire que le visionnage peut parfois être extrêmement déprimant. C'est d'autant plus dommage que Netflix ait décidé d'arrêter la série parce que les animateurs qui travaillent dessus voulaient se syndiquer et que visiblement Netflix a dit non, et le créateur voulait continuer pour une saison ou deux supplémentaires, et Netflix a dit non, probablement à cause de ça. Ça avait aussi eu un impact, pardon je t'interromps, sur Toka et Bertie. Toka et Bertie, effectivement, qui est une formidable série vraiment que je vous recommande. Mais en tout cas, pour conclure, le tour de force de BoJack Horseman, ça aurait été de nous plonger dans la psyché d'un homme cheval et d'une bande de personnages dont les doutes, les dépressions et les mélancolies nous parlent au cœur. C'est une série qui n'épargne personne parce que la vie, hélas, n'est pas aussi tendre qu'Hollywood voudrait nous le faire croire, mais elle nous dit doucement qu'il faut se battre chaque jour, et que même si cela sera dur, même si cela nous oblige parfois à abandonner des amis, des carrières ou des aspirations, un jour, promis, ça ira mieux. Merci Océane pour ta critique autour du plateau. Qui a regardé BoJack Horseman? Qui est à jour? Marie? Mais j'ai pas Cédric, encore vu la pas encore regardé. J'ai pas eu le temps de la finir. Ouais. Cédric? Moi j'ai vu que 2 épisodes parce que je n'ai pas le temps de regarder de séries, mais j'aime beaucoup ce que j'avais vu déjà. Mais tu as le temps de regarder des animés? Non plus justement. Non. Piège, bleu piège et contre piège. Bon, on t'accueille toutes les semaines quand même. Stéphane, PJ? Non, moi j'ai juste vu, je crois, un épisode, le premier à l'époque, quoi, mais j'ai pas continué. PJ, il me semble que toi en revanche tu suis la série. J'ai suivi depuis le début, et justement il me manque encore ces dernières saisons que j'ai pas encore pu regarder à cause de bug Netflix, mais surtout en fait je trouve que cette série est très importante puisqu'elle parle effectivement de sujets très graves, et elle en parle d'une façon en fait je trouve assez, pas forcément novatrice mais originale. C'est effectivement, j'ai rarement vu un discours pareil autour de sujets aussi graves, et en plus cette série on va dire a un truc très spécifique pour moi, c'est que ça a permis
à ma chère étendre en fait de comprendre à quel point l'animation pouvait donner quelque chose que le live ne pouvait pas. Jusque là, c'est pas une grande consommatrice de films d'animation ou quoi, mais là effectivement BoJack Horseman lui a fait comprendre que en fait, grâce à l'animation, tu peux faire passer d'autres choses, même dans des situations qui pourraient passer en live. Mais tu peux rajouter des choses et plus de sentiments, et voilà. Rien que pour ça, je trouve que c'est une belle série. En plus, je tiens à préciser qu'il y a une tarentule dans la série qui porte le nom de Quentin Tarantino, et c'est un réalisateur. Et rien que pour ça, j'ai envie de dire que c'est une série à regarder, parce qu'en plus, il apparaît très souvent, ce personnage, et je l'aime beaucoup. Du coup, c'est mais moi, j'aime beaucoup toutes les petites vannes cachées. Ça m'arrive souvent de retourner en arrière et de mettre une pause, parce qu'il y a des petits trucs écrits partout, et parfois, c'est des vannes genre arrêtez de regarder ce qu'il y a écrit sur l'arrière-plan et regardez la série. Complètement. Et je trouve ça assez génial, ou des tout petits détails du genre Mr. Peanut Butter qui tourne dans son lit comme un chien avant de se coucher, des tout petits détails qui sont hyper drôles et qu'on voit pas forcément, et je trouve ça hyper cool. Genre dans les flashbacks, quand sur tous les panneaux il y a marqué panneau des années 2000, ou alors c'était la musique des années 2000 dans la radio, ou trucs comme ça. Enfin, c'est à mourir de rire. Voilà. Les amateurs de Japanimation qui sont sur le chat, c'est peut-être l'équivalent occidental de Sayonara Zetsubo Sensei, sur le côté on va cacher des vannes dans le décor, mais avec non. des tableaux noirs, etc. Oh là là, mais non. Mais non. Alors pour le coup, le peu que j'ai vu de BoJack Horseman, ça a genre rien à voir, quoi. D'accord, très bien. Mais non, mais ne vend pas ce qui n'est pas vendable. Très bien. Tu peux vendre un truc qui fait que des blagues à la référence. Ah non, bon bref. Stop. On en parle pendant la pause. On en parle bien. Pause. Avez-vous quelque chose à ajouter sur BoJack Horseman, ou on va s'écouter Regardez. Vive la syndication et fuck Netflix. Voilà. Très bien. Très beau. Abonnez-vous quand même si vous voulez regarder la série. Je sais pas, mais bon. On va s'écouter, les amis. Tiens, une chanson qui parle d'un cheval, et pas n'importe lequel, parce qu'il n'a pas de nom. À tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de billes de pixels, toujours avec Stéphane Moïsakis et Marie Casabonne. Tout va bien. Tout va bien, on ne renverse rien pendant la pause, c'est fantastique. C'est parfait. On salue Profisekai sur le chat, on salue KRE, on salue Rikino Kage 84. Profisekai te répondait justement, Zetsubo Sensei c'est plus sérieux qu'on le pense, mais le twist final n'ayant pas été adapté, ça sera compliqué d'expliquer en quoi toute la construction de la série réside dans la dépression du héros et son attachement à son complète opposé. Mais j'ai jamais dit le contraire, j'ai juste dit que ça n'avait pas de rapport, c'est pas la même chose. On fera une spéciale Sayonara Zetsubo Sensei, voilà. Jamais, mais c'est pas grave. Donc, on est de retour en plateau, toujours avec Marie et Stéphane, et PJ, Océane et Cédric aussi, je vous oublie pas. Non, quand même, jamais. Écoute. Et on est parti du coup pour le sujet qui nous réunit cette semaine, à savoir tout simplement les incursions du jeu vidéo au cinéma. Karl, je pense qu'on peut lancer le débat. De toute façon, ça sert à rien de discuter avec toi, t'as toujours raison. Si, ça sert de discuter. C'est toi qui as toujours raison. Pendant que Cédric met un couvre-chef fort peu discret, très bien. Et bah justement, je vais peut-être te donner la parole en premier du coup, parce que les adaptations de jeux vidéo, le jeu vidéo dès les années 80 était un objet cinématographique dans des films comme War Games, etc. Mais il faut attendre 93 pour voir la première vraie adaptation d'un jeu vidéo au cinéma avec Super Mario Bros. Est-ce qu'on peut dire que les années 90 c'est des produits dérivés, des films de fans ou juste des nanars cyniques? Quelques films comme ça en tête, Super Mario Bros, Double Dragon, Street Fighter, Mortal Kombat. Non, je pense que comme dans toute industrie, mais Hollywood est assez normé à ce truc-là. Il faut un temps d'adaptation, il faut un temps pour capter qu'est-ce qui marche pas, plutôt que de sauter tout de suite. Donc on a vu que les années 80, en plus les gens oublient, mais les années 80, le jeu vidéo a failli mourir. Donc il y a eu un creux, une remontée. On remercie E.T. au passage. Oui, on peut remercier E.T., mais il y en a d'autres, on peut remercier d'autres. C'est un symptôme. Et quand ils arrivent, c'est forcément mercantile au possible. Enfin, je vois pas d'autres mots. Je ne pense pas que les mecs se sont clairement dit on va adapter ça et ça va être trop bien. Et voilà. Stéphane, toi, tu l'as vu au cinéma à l'époque, Super Mario Bros. 2 fois. Quel était l'état d'esprit global de l'époque c'était pas particulièrement attendu. Moi, j'étais super curieux à l'idée de savoir comment ils allaient adapter Super Mario, parce que ça me semblait déjà à l'époque inconcevable d'adapter ça. Et en fait, effectivement, ils sont pas. Je pense que c'est des questions qui se sont posées. Ils ont pris des petits trucs, tu vois, pour essayer mais globalement, le film, déjà, ça a été un bid. Un bid assez coûteux, parce que c'est un film qui a été fait. C'est un gros film à problème. 21 millions de recettes pour 48 millions, je crois, de budget. C'est énorme à l'époque. C'est un budget à la Batman. Oui, faut le voir avec le dollar de l'époque. Ouais, et c'est un budget à la Batman en fait, et ce qui était les gros blockbusters de l'époque, quoi. Et en fait, c'est surtout un film sur lequel les réals se sont fait virer, que t'as je sais que le monteur.
Mark Goldblatt, il a servi de consultant aussi sur le projet pour essayer de rattraper le bordel et tout. Donc, et le résultat, il se pose là aussi, quoi. C'est un ovni, le film. Hein. C'est pas un bon film, hein, mais c'est un ovni. Marie, toi, tu l'as revu récemment, le film, si je dis pas de bêtises? Je l'ai revu hier. Alors, j'ai fait 2 tentatives parce que la première, j'ai fait une sieste de 2h30 et j'ai super bien dormi. Mais le film fait 1h30. Ouais, je me suis réveillée, tout était fini et tout. Non, je me suis endormie au bout de 10 minutes, donc c'était compliqué. Je me souvenais que je l'avais vu quand j'étais gamine et moi, je suis très très fan de Mario. J'ai beaucoup joué à la Nintendo et tout ça. Et je me souviens que j'avais pas aimé, je me souvenais pas pourquoi. Donc là, je me suis rappelé pourquoi. Et en fait, c'est juste le truc le plus opposé à l'univers de Mario. En fait, Mario qui a un univers hyper coloré, hyper mignon et tout. Et là, t'as juste des. Enfin, je sais pas, c'est une espèce de Blade Runner pour enfants avec des petits rappels de. Tu vois, on met une petite bombe, un petit truc, on appelle les personnages comme les personnages de Mario, mais ils ont juste absolument rien à voir, quoi. Elle a raison. Non, mais je trouve que tout est dit dans la scène qui est devenue culte où ils donnent leur nom, en fait. C'est-à-dire que le jeu s'appelle Super Mario Bros, donc frère Mario. Mais oui, Mario et Luigi Mario. Ils n'ont pas réfléchi plus longtemps et il s'appelle Mario et Luigi Mario. Bien sûr. Donc, alors qu'originellement, c'était Mario Bros parce que c'était juste qu'il y avait deux couleurs, il y avait 2 sprites pour Mario, pour au cas où tu voulais faire un 2 joueurs. Ils n'avaient jamais pensé au concept de Luigi et tout. Quand ils ont développé, d'ailleurs, c'était juste devenu Super Mario. Ils ont enlevé le Bros. Mais non, eux, ils ont réfléchi très logiquement. Mario Bros, Mario, Luigi Mario, c'est logique, c'est normal. Hein. Qui appelle son enfant Mario alors que t'appelles Mario, quoi. Il y a bien, je sais pas, il y a Miu Miu. Je connaissais quelqu'un qui s'appelait Michel, donc tout est possible, tu vois. Mais bon. Et donc PJ. Oui. Ce que j'allais dire justement, c'est qu'il me semble, alors vu effectivement le bordel que ça a été cette production, il me semble que justement c'était le chef d'écho de Blade Runner justement qui était sur Mario. Et non, j'ai revu pas mal de trucs dessus, mais c'est dingue en fait toutes les bêtises qu'il y a eu sur ce film, que ce soit Bob Hoskins bourré et après qu'il soit pété la main, les stripteaseuses qui étaient venues, qui commençaient, enfin c'était bien dans le micro s'il te plaît, pardon, c'était vraiment n'importe quoi apparemment et ça se voit et c'est ça qui est beau. Et il y a des répliques incroyables comme fais confiance à la mycose. Je suis pas remise. Et le Luigi absolument inimitable de Bob Hoskins. Il y a Yoshi. Oui, il y a Yoshi. C'est un petit T-Rex. Qui est 2 semaines avant Jurassic Park. C'est dur, c'est très dur. Compliqué. C'est d'ailleurs le film qui va bloquer Nintendo et Nintendo va bloquer toutes les demandes d'adaptation de ses œuvres jusqu'à peut-être un film qui va arriver dans les années 2020. On en reparlera en fin d'émission. Peut-être. C'est eux qui l'ont initié. Hein. C'est Nintendo qui a demandé à faire ce film. Hein. Et c'est Buena Vista d'ailleurs. C'est Disney qui s'en est occupé. Alan Silvestri à la musique. Et Fox aux États-Unis. C'est un gros truc. En fait, c'est un film indé qui a été récupéré par les studios après en distribution, quoi. C'est réalisé en sous-main par Roland Joffé. Enfin, c'est un bordel ce film, c'est un vrai bordel, quoi. Et c'est une demande de Nintendo à la base. C'est Nintendo qui voulait faire un film. C'était en pleine guerre des mascottes. L'idée, il fallait inscrire une marque dans son époque. Ce qui n'a pas forcément réussi à Mario, ce qui a peut-être un peu plus réussi à Sonic. Dans un autre sens. En son temps. Disons, on avait des morceaux de house qui sortaient avec Sonic sur la jaquette, des trucs comme ça. Voilà, des petits trucs un petit peu cachés. Ça n'a pas coupé le jeu vidéo dans son élan au cinéma, parce qu'ensuite on a eu toute une bulle des films d'action, des films de baston au cinéma avec, là je cite, j'ai cité Double Dragon, Street Fighter, Mortal Kombat. Est-ce qu'on peut dire que le jeu vidéo a servi un petit peu de terrain d'exploitation pour le cinéma d'action, le cinéma de karaté, tout ça? On s'est dit c'est facile finalement? Oui, mais en fait, je pense dans les années 90, c'était... peut-être après, mais en tout cas dans les années 90, il y a une logique très innocente. Je vais mettre vraiment des gros guillemets dans l'innocent à l'époque, dans le sens que pourquoi ils ont choisi ces films-là, parce que c'est des jeux très simples dans le concept et ça se résume, comme tu l'as dit, à personnage avance, il se bat. Ça existe depuis très longtemps. On pourrait très bien faire un jeu vidéo de Die Hard si on veut. Il avance dans les étages, chaque étage il se combat contre quelqu'un. Mais pas de cette manière-là. Ils l'ont mal fait, mais bon. C'est surtout que ces jeux-là, en fait, ils s'inspirent des films. Oui, en plus. C'est-à-dire que, en gros, Double Dragon, c'est les guerriers de la nuit. Donc c'est facile en fait de faire le sens inverse. Je pense que c'est ce qui est le plus simple. Mortal Kombat, on voit bien que dans Mortal Kombat, il y en a un perso, c'est Van Damme, il y en a un autre, comment s'appelle, Jack Burton. Que ça, c'est leur référence en fait. Donc du coup, c'est pas compliqué de repartir dans le sens inverse. Après, les films sont mauvais. Enfin, moi j'aime bien Mortal Kombat. Le premier. Moi j'aime bien Mortal Kombat 2. Toi. Mortal Kombat 2, c'est encore autre quoi. On rentre dans une autre dimension. Mais par contre, Street Fighter, le problème de Street Fighter ou de Double Dragon, c'est que c'est des films qui ont absolument pas compris même les jeux alors qu'ils sont pas si compliqués. Avec le docteur Dalsim par exemple. Oui voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que même en fait dans les jeux de combat de manière générale, surtout les jeux de combat, en fait t'as un casting qui est dingue, enfin t'as plein de gens et justement qui sont
tous d'inspiration différente, mais parce que quand tu joues à un jeu, et ça Karim l'avait très bien dit dans une de ses vidéos, tu joues à un jeu de combat, Karim Debache. Un personnage, Karim Debache, tu suis un personnage, tu suis son aventure, tu suis ce qui se passe pour lui. Par contre, tu veux tous les mettre dans un seul film, si tu essaies de tous les personnaliser autant, avec déjà qu'ils ont tous une personnalité dans le jeu, ça risque d'être ultra compliqué. Ça aurait pu être le Cloud Atlas du film de baston. En fait, ou l'Avengers, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher parce qu'un film, comme il le dit, c'est limité dans le temps. En fait, ça aurait pu marcher en série. Tu prends un exemple concret qui avait réussi à capter ce truc-là, c'était Dragon Ball. Au début de Dragon Ball, il y avait des tournois du monde d'arts martiaux où pendant 2-3 volumes, le récit s'arrêtait. Tu suivais un tournoi d'arts martiaux, donc tu voyais différents challengers. Goku pouvait juste apparaître en tant que figurant qui regardait le combat des autres. Ça marche quand c'est une logique de série télé, mais tu peux pas faire un film d'1h30 où il y a 30 personnages qui vont s'affronter en one-to-one complètement, donc t'es obligé de créer une intrigue souvent très mauvaise parce que je pense que les mecs captent pas trop ce qu'ils faisaient, quoi. Mais... Oui, je pense qu'aussi à l'époque, même jusqu'à il y a pas longtemps, il y avait aussi peut-être une idée de toute façon les jeux vidéo c'est un peu débile et c'est pour les gamins, donc on va faire des films un peu débiles pour les gamins parce que on va pas mettre des vrais réals et faire des vrais films, quoi. Oui, alors après Mortal Kombat c'est quand même assez débile, donc c'est assez cohérent que le film soit débile, mais moi ça me dérange pas à la limite si il y a pas de tromperie sur la marchandise. Le problème de Street Fighter par exemple, c'est que c'est des jeux de baston avec des tournois, des machins, ce que tu veux, et en fait ça devient un truc à la James Bond, un peu étrange. C'était la profession de foi de l'époque, c'était un truc entre Star Wars et James Bond, ce qu'ils voulaient faire, et finalement on se retrouve avec plus de poursuites de jet ski que d'échanges de coups de poing quelque part. Oui, et puis en plus c'est un film sur lequel Steven de Souza, qui faisait son premier film en tant que réalisateur, parce que c'était un scénariste, et a notamment participé justement à Die Hard. Et en fait c'était Capcom. Encore une fois, c'est une demande de Capcom, ça vient d'eux, ces choses-là, parce qu'ils veulent vendre en fait leur jeu, et quelque part à l'époque le jeu vidéo, même si ça cartonnait, c'était pas automatiquement aussi. Il fallait casser le plafond de verre. Ouais, voilà, et c'était pas aussi, on touchait pas autant de monde que le cinéma. Il fallait avoir Ryu sur tous les paquets de céréales. Oui, mais et en fait le truc c'est que du coup dans les films il fallait mettre les persos. Ouais. Et vraiment en fait au début il était parti avec 7 persos, et en fait on lui a fait rajouter des persos tout le temps, et ce qui fait que tu te retrouves effectivement avec des aberrations comme Dr Dalsim ou ce genre de choses, quoi, ou Honda qui est un caméraman, ou il leur invente des oui, puis Honda qui n'est pas japonais en plus. Oui, non, mais en plus, là, si tu pars sur les origines des persos, c'est fini, mais on s'en fout. Et après, Blanca, c'est une expérimentation. Enfin, il y a plein de trucs. Alors que c'est un soldat à la base. Après, il faut oublier justement et rapidement qu'un jeu de combat, t'as pas forcément besoin d'histoire non plus. Un jeu de combat, tu sais à quoi tu vas t'attendre. C'est juste que tu vas taper sur les autres. À la limite, pour te donner une raison de taper sur les autres. Il y a quand même il y a souvent besoin d'un scénario pour justifier aux joueurs le fait de se dire je dois m'impliquer dans ce personnage-là parce que son arc narratif me plaît. Surtout dans les jeux, la plupart du temps, c'est juste une cinématique à la con au début et à la fin. Tu vois que les fans de jeux de combat ils sont très attachés au lore et au background de chaque perso, hein. Oui, en plus les mecs qui jouent avec Dalsim ils sont attachés à ce qui arrive à Dalsim vraiment, donc ça après c'est une autre interprétation je pense du jeu de combat qu'on peut avoir effectivement à force avec le jeu vidéo, mais je pense pas que ce soit obligatoire. Non, je pense pas que c'est obligatoire, mais je pense que ça rajoute un truc, mais ça marche pas de toute façon en film, donc on va passer peut-être aux années 2000. Entre temps on a eu Matrix, on a l'arrivée de la CGI qui se démocratise dans les films à grand spectacle, et on a des films assez rigolos à traiter. On a Tomb Raider, on a Resident Evil et toute la saga qui va venir derrière. On a Uwe Boll qui fait ses armes avec House of the Dead, également Alone in the Dark et plein d'autres films réjouissants derrière, Postal notamment. On a Doom, on a Silent Hill avec Christophe Gans de Christophe Gans, tout à fait, qui peut être un peu l'exception de ce catalogue. On a également Dead or Alive, La Légende de Chun-Li, plein de belles choses. Est-ce que finalement Silent Hill mis à part, on n'est pas dans la conquête de la série Z et des vidéoclubs? C'est un peu le même public en fait, surtout à l'époque. Je pense que c'est pas, ils visent le même public en prenant la même esthétique et la même pensée. Le survival horror, par exemple, comme style de jeu, c'est l'un des trucs les plus simples à adapter, puisque justement, tu as ce jeu avec la caméra, notamment dans Resident Evil, où tu as les angles de vue qui sont pas super. Voilà. Donc, à la limite, effectivement, au niveau grammaire entre cinéma et jeux vidéo, ça peut être repris. Après, la violence et la baston et l'action et tout comme ça fait vendre au cinéma, ça fait vendre en jeux vidéo. Bon. Surtout, il faut quand même faire la différence entre ta cité Uwe Boll, qui est un réalisateur allemand, mais on va dire que lui il a vraiment un système de production à part, et tu as cité Tomb Raider ou Resident Evil, c'était pas des séries Z. Enfin, faut remettre le truc dans le contexte. Moi, je m'en souviens. C'est l'époque où je commençais à aller au cinéma vraiment en tant qu'ado. Les Tomb Raider, c'était des grosses machines, et les deux, elles étaient là pour engranger les cash. Et en plus, au casting, elles avaient Angelina Jolie, Mila Jovovich, qui n'étaient pas des inconnus. C'était pas des inconnus. Enfin, Jovovich, non, celle-ci, elle était sortie depuis le 5e élément. Oui, elle était sortie, oui, clairement. Dark, le 5e élément. Mais voilà, tu mettais pas. Enfin, tu mettais quand même
des grosses têtes au casting, ce qui est pas forcément ce que faisait Uwe Boll. Uwe Boll, effectivement, lui, c'est différent, ses méthodes de production, à part avec le système de financement de films allemands à l'époque. Il y a Christian Slater quand même. Ah oui. Attends. Oui, non, mais il était quand même has-been à ce moment-là. Et le héros de Postal est un second rôle de Resident Evil 2. Oui, vrai. Voilà, je m'en suis aperçu en les matant cette semaine. C'est génial. C'est triste. Il y avait Arm Troyer dans Postal, donc effectivement, t'avais une star, mais voilà. Non, c'est ce qui est un peu intéressant. J'aimerais qu'on passe un petit peu de temps dessus, c'est que finalement, il y a peut-être une facilité à aller chercher faire des films d'horreur. Plutôt, on a Resident Evil, on a No in the Dark. Qu'est-ce que ça dit du public qu'on va aller chercher, Stéphane, PJ? Alors déjà moi je pense que c'est très très dur de faire un bon film d'horreur. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est un bon film d'horreur? C'est un film d'horreur qui fait peur. En jeu vidéo c'est quand même un peu plus simple d'avoir peur. Tu te mets dans le noir, tu as la manette et en fait t'es directement visé. T'es actif en fait, il y a forcément. Et du coup le problème d'une adaptation de jeu vidéo pour moi c'est qu'à partir du moment où tu enlèves cette interactivité par la force des choses, t'as intérêt à vraiment en fait trouver un moyen de réimpliquer. Alors c'est possible avec le langage du cinéma complètement quoi. Mais pour moi ces films-là, alors Resident Evil je trouve qu'il essaye même pas. C'est aussi simple que ça. Et Silent Hill c'est... Moi j'aime pas le film, mais parce que si je le compare vraiment au jeu vidéo, c'est certes esthétiquement il y a un renvoi, mais le jeu vidéo, en fait le principe du jeu vidéo, de mes souvenirs de joueur, c'est que tu comprenais rien à ce qui se passait. Et alors tout le film passe son temps à t'expliquer ce qui se passe au fur et à mesure tout le temps, jusqu'à un moment donné où quand t'as une cloche au bout d'une heure de film qui sonne, t'as une nana qui se retourne vers la caméra qui fait j'ai l'impression qu'il se passe des trucs bizarres ici, alors qu'elle a croisé 50 monstres en fait depuis, et là tu te dis bon c'est quand même étrange en fait, et du coup je pense que c'est un peu le souci en fait, je pense de ces films là, c'est que Resident Evil c'est encore le premier qui a essayé, mais après les autres je pense qu'ils ont littéralement lâché l'affaire. Resident Evil 2, dans le premier il y a encore des manoirs et des trucs comme ça, dans le deuxième il y a Raccoon City, c'est que des détails diégétiques, mais effectivement après ça part en sucette. Et après moi en tant que éventuellement geek et fan de jeux vidéo, tout ça, il y avait peut-être des petits plaisirs, genre je me disais à la fin le dernier plan de Resident Evil, à l'époque c'était sympa de se dire enfin on va voir le film que Romero n'a jamais réussi à faire, en tout cas à cette époque-là, qui était Twilight of the Dead quoi, qui était vraiment les zombies en mode urbain quoi. Mais bon, c'était une promesse. Il fallait attendre 1h30 de film en fait pour l'avoir, donc c'est et puis quand tu vois la suite tu fais okay, merci. Donc voilà, mais donc ouais, moi je pense que en fait c'est des films, je pense que par exemple Paul Anderson qui est à cette époque-là encore était pas, je trouve, un mauvais bougre. Mais il avait fait Event Horizon. Event Horizon, moi c'est un petit plaisir coupable, Soldier sur certains points, même si c'est un ratage. C'était un type en lequel je pouvais avoir confiance. Et Resident Evil, c'est là où ça a commencé pour moi à plonger. Mais on sentait qu'il a vraiment essayé de se réapproprier le truc. C'est pas une adaptation stricto sensu quoi, en fait, contrairement à Silent Hill qui essaye de l'être, mais qui pour le coup je trouve passer à côté de l'essentiel, c'est-à-dire faire peur quoi. Avez-vous quelque chose à ajouter sur les années 2000 avant qu'on passe aux années 2010? On va super vite. Non, mais juste, on va revenir plus en détail. Sur Silent Hill, je voulais juste revenir. Je pense honnêtement que c'est le plus réussi de cette époque, parce que déjà, je pense que Christophe Gans, il a joué au jeu, un minima. En fait, vraiment. C'est-à-dire qu'effectivement, il essaie d'expliciter. C'est parce que je ressens en le voyant. Mais je veux bien le croire. Mais il le dit clairement. Il a dit en fait, c'est même après le beat de Soldier, c'est ce qu'il a en fait permis de rester à flot. En fait, il s'est enfermé pendant 3 semaines et il s'est enchaîné les 2 premiers Resident Evil. En fait. Et il a lu Alexandre Dumas avant de faire les 3 mousquetaires du coup. D'accord. Après, tu peux pas le croire. Non, mais je veux bien le croire. En plus, à mon avis, surtout à l'époque, c'était peut-être plus simple en termes de diégétique, mais en tout cas, dans Silent Hill, effectivement, ils explicitent tout, mais en même temps, il faut essayer d'arriver à conquérir un public qui est pas forcément friand de ce genre d'univers. Surtout à l'époque, c'est quand même compliqué. L'univers de Silent Hill, comme tu as dit, ça pourrait se rapprocher de films comme L'échelle de Jacob ou ce genre de choses où c'est des trucs moi je pense très que c'est un film qui a cryptiques, coûté trop cher. Peut-être aussi, effectivement. Mais il y a un sens esthétique assez poussé, comme d'habitude chez Gans et tout, mais c'est un film qui a coûté beaucoup trop cher. Et c'est un des plus soignés quand même, je trouve, en termes de mise en scène. C'est un de ceux où il y a le plan un peu plus léché qu'un Doom ou des trucs comme ça. On part de loin, peut-être. Mais tu me cites Doom et Tomb Raider, c'est sûr. On est sur à film égal. Il sort du lot quand même, moi je trouve. Après, tu as soulevé une question. C'est aussi à qui s'adressent ces jeux-là, parce qu'en fait, si ça s'adresse à des gamers, moi j'ai joué au Resident Evil quand j'étais plus jeune et j'ai revu le premier hier.
j'ai jamais peur, je m'ennuie, j'étais à deux doigts d'aller faire ma vaisselle tellement il ne se passe rien dans le film. Le film s'arrête là où ça commence, ça pourrait être cool en fait. Et du coup, ça ne va pas intéresser des gamers. Est-ce que ça intéresse un public qui est plus éloigné de tout ça ? Je suis pas sûre non plus, parce que si tu veux voir des bons films de zombies, tu vas voir du Romero. Les jeux étant inspirés de Romero, et Romero devait à la base. Après, il y a eu 6 films quand même. C'est mine de rien, on peut tous cracher dessus. Je pense qu'on déteste tous ce film-là. Mais après, il a quand même rapporté assez de ressources pour en faire 6. Je crois qu'il a rapporté 3 fois ce qu'il a coûté. Ça marche aussi, mais $1 milliard dans le monde entier. La franchise. C'est fou. Elle marche encore, quoi. Pourquoi arrêter ? Et Pseudoless sur le chat nous dit, et Titouan aussi tombe d'accord là-dessus, que les films Resident Evil finalement préfiguraient les Resident Evil 4, 5 et 6, enfin surtout le 6e. Et finalement, est-ce que les films n'ont pas eu un impact sur les jeux aussi ? Petite parenthèse. Ils disent pas 4 et 5. Attends, moi je suis honnête. Ils ont dit juste dit 6, c'est que toi qui veux mettre le 4. Le 4, c'est le couloir laser. Stop. Voilà. Stop. Le couloir laser. Ne commence pas sur ce terrain. Tu glisses très vite, Karel. Non, il est vrai en revanche que je pense que Capcom s'est dit nos jeux, ils intéressent moins les gens, ils font moins peur, alors que les films, ça cartonne. Pourquoi est-ce qu'on se ferait chier ? Essayer de créer une mise en scène sur la peur, on va créer une mise en scène sur l'action. Moi, je pense vraiment qu'il y a de ça à partir du 5 en tout cas. Juste rapidement, justement, si on reprend la distinction qu'il y a à faire entre Silent Hill et Resident Evil, c'est qu'à la base déjà Resident Evil et Silent Hill en jeu, il y en a un qui est beaucoup plus axé où l'angoisse et la peur est beaucoup plus axé sur le gameplay et l'autre sur l'esthétique. Donc en soi, pour moi, c'est normal que Silent Hill soit plus simple entre guillemets à adapter au cinéma, puisqu'au niveau esthétique, il y a déjà quelque chose. Resident Evil, ça joue aussi beaucoup sur les mécaniques, sur les temps de contrôle, sur le peu de munitions et sur les angles de caméra. À la limite, les angles de caméra, ça peut être repris dans les films, mais comment adapter en tant que cinéaste un manque de munitions ou les rubans qui manquent pour sauvegarder ou trucs comme ça, tu vois, tu l'as avec Die Hard d'une certaine manière, mais tu peux très bien jouer un mec qui a 0 munitions, qui est pieds nus. Ça n'a pas été fait, mais tu pouvais le faire. Ça aurait joué l'angoisse sur ça. Ça aurait pu. 2010 est une année de bascule. On passe de l'adaptation très oubliable de Tekken, peut-être l'une des premières grosses productions. Non, grosse production AAA avec Disney derrière. Non, mais je veux bien sûr parler de Prince of Persia, et qui entraîne quand même pas mal de films à très gros budget, qui visent peut-être un public un peu plus large que les fans de jeux vidéo. En tête, on peut avoir Warcraft, on peut avoir Assassin's Creed. Voilà, est-ce que les années 2010, finalement, on commence pas à voir les premières adaptations de jeux vidéo qui revendiquent leur statut qui essayent en tout cas de revendiquer un statut de blockbuster grand public? C'est complètement ça, ne serait-ce que dans les castings qui sont vraiment c'est tous les acteurs des A-list qui se retrouvent dans ces films-là. Je pense à Jake Gyllenhaal en Prince de Perse, voilà, c'est pas très crédible, faut bien se le dire, mais effectivement on sent qu'ils tentent d'apporter plus de plus-value avec les castings en disant écoutez, on a des acteurs super sérieux en temps normal, et là vous allez les voir dans une adaptation de jeux vidéo, quoi. C'était le cas avec Tomb Raider, Angelina Jolie, elle venait de gagner l'Oscar. Donc oui. Et il y avait John Voight aussi avec une vie volée, et du coup les questions aussi absurdes que ça puisse paraître, les questions se posaient déjà si elle était la bonne actrice pour jouer le rôle, juste sur le côté plastique, ce qui est complètement aberrant, quoi, mais voilà. Et donc après, moi je pense que ce qui est intéressant à noter éventuellement dans les années, notamment sur Assassin's Creed, qui est pour moi un très très mauvais film, mais en fait il y a plus une logique de multimédia, c'est-à-dire Assassin, c'est en BD, c'est en jeu vidéo évidemment, donc voilà, parce que ça vient de là, mais en fait ils essayent vraiment de le mettre partout et de l'adapter dans tous les sens. Et le cinéma, c'est un gros budget. Si on prend effectivement une star à qui on donne un peu du pouvoir, en fait, parce qu'il est producteur aussi dessus, Fassbender, mais l'idée c'est vraiment d'étendre l'univers. Et le seul truc éventuellement intéressant pour moi dans cette adaptation d'Assassin's Creed, c'est le fait que ça traite d'une époque qui est absolument pas traitée dans les jeux, qui était l'Inquisition. Mais bon, c'est un quart d'heure dans le film, donc à la fin, c'était peut-être le seul point éventuellement intéressant à traiter. Ils le font pas. Et puis après, oui. En fait, le problème, c'est qu'il y a quand même toujours les questions qui se posent de savoir comment est-ce qu'on va parler aux gens qui jouent aux jeux vidéo et comment est-ce qu'on va les impliquer dans ces films-là, même si en fait on essaye d'ouvrir. Je me rappelle que dans le premier Prince of Persia, au tout début du film, il y a un espèce de truc où il se pose la question de comment il va grimper sur un truc, et ça sert à rien en fait, scénaristiquement parlant.
ce n'est là que parce qu'en fait dans le jeu vidéo et tu te poses cette question-là. Comme les bots de Bison dans Street Fighter. Si ça n'avait pas été dans un jeu, ça n'aurait pas été dans le film. Ouais, et en fait le truc c'est qu'avec Assassin's Creed c'est la même chose, c'est-à-dire que à la fin du film, je crois c'est Marion Cotillard qui est genre ébahi parce que le mec il fait le saut de l'ange quoi. Le saut dans le fond là, je sais plus comment ça s'appelle là, le saut de la foi. Le saut de la foi, merci. Et elle fait il fait le saut de la foi qui est quand même le premier truc que tu fais en jouant à Assassin's Creed quoi. C'est à la fin du film. Enfin voilà, je veux dire, ils se posent des questions, ils disent on va le mettre, mais en fait ça sert à... Heureusement que Spider-Verse l'a réussi. L'idée en fait qui était intéressante mais pas bien traitée quitte à faire une adaptation et à trahir Assassin's Creed, parce que il y a une différence quand même avec le film et le reste de la licence multimédia, c'est que le reste c'est du transmédia, c'est-à-dire que toutes les histoires sont liées, donc les BD, si tu lis les BD t'as des morceaux de scénario en plus. Assassin's Creed c'est vraiment une espèce de reboot qui n'était pas vraiment lié, même si... il refaisait l'Animus. Voilà. Et l'idée de l'Animus, ou se dire plutôt que ça soit un lit, globalement, où tu t'endors et tu vis le truc, on en fait une espèce de bras mécanique et donc l'acteur doit jouer les trucs. L'idée est pas idiote, surtout cinématographiquement, ça a plus de sens de voir le personnage jouer dans le passé et dans le présent en même temps les trucs. C'est juste que c'est très mal géré et que quand il fait le saut de la foi, il fait un saut de 2 mètres dans une salle vide et je me dis, mais c'est rien d'impressionnant en fait, je comprends pas non plus. Indépendamment de ça, je pense que c'est pas la raison pour laquelle les gens ils jouent à Assassin's Creed. Le gros des gens, peut-être les fans d'Assassin, ils jouent à Assassin parce qu'ils veulent savoir ce qu'il y a dans le temps présent en fait, ce qui se passe. Moi, c'est le premier truc quand j'ai lancé le premier jeu à l'époque où je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fout là en fait. On s'en fout. Moi, je suis venu jouer les croisades et en fait, on me sort un truc de... Ça implique un très petit nombre de joueurs, savoir le lore présent. Faire un film entier là-dessus, c'est complètement aberrant en fait. Personnellement, je me demande justement si c'est pas Resident Evil en fait qui a trouvé la formule gagnante, les films, puisque dans les films des années 2010, du moins dans la majeure partie, ce que je note, c'est qu'il y a la création d'un avatar pour le spectateur. Il y a la création d'un nouveau personnage qui va en fait introduire le spectateur à l'univers du jeu. Oui, Alice, ouais. Alice par exemple, ou alors que ce soit le gars dans Détective Pikachu, enfin même s'il connaît l'univers, c'est celui qui va permettre au spectateur de s'identifier et d'arriver à comprendre l'univers de Pokémon. Pareil pour Rampage avec The Rock, enfin même Sonic. Donc tu vois, il y a cette envie, j'ai l'impression que tu vois le fait de créer un personnage spécifique au film pour le spectateur va faciliter aussi le fait que le spectateur qui n'est pas initié à l'univers du jeu va pouvoir peut-être, du moins d'après les producteurs je pense, après est-ce que ça marche concrètement dans les salles, est-ce que c'est pour ça que ça marche, aucune idée. On est dans une démarche peut-être plus didactique. C'est toujours cette présence humaine qu'il faut rajouter parce que le public n'ira pas voir un film s'il n'y a pas d'humain. Sauf dans Pikachu, enfin Détective Pikachu, je comprends qu'ils mettent un humain vu que c'est le concept des Pokémon normalement. Mais tu vois par exemple pour prendre une autre franchise genre Transformers, on n'a plus besoin d'humains depuis longtemps, ils en rajoutent quand même à chaque fois. Et pareil que pour pas mal de films, effectivement on ajoute des sidekicks humains, on n'en a juste pas besoin. Et même sans ça, enfin les films de Kaiju, moi les Godzilla américains, ils me cassent le cul en 4 parce qu'il y a putain de trop d'humains, j'en ai rien à foutre des humains, mettez des monstres, mettez des trucs quoi. Mais à l'inverse, si tu prends des personnages de jeu, tu peux tomber sur des trucs comme Mario ou comme Street Fighter où là pour le coup t'as des personnages avec déjà un lore existant qu'il faut non seulement reprendre et expliquer aux spectateurs nouveaux, donc c'est aussi deux choix possibles. Le lore de Mario Bros, enfin tu vois, tu t'arrives dans Mario Bros, on n'a pas besoin d'un texte explicatif pour comprendre que c'est un petit machin qui saute et il mange des champignons, tu vois. Si tu y joues, non, tu peux y amener. Tu regardes, oui. Peut-être, ça c'est inadaptable au cinéma. Stéphane. Oui. Ça c'est inadaptable au cinéma, ça a aucune... Enfin, je veux dire, Mario, ça a été pensé pour être joué. Exactement. C'est le personnage, c'est un plombier parce que même si aujourd'hui ils te disent que c'est pas un plombier, c'est un plombier parce qu'il descend dans des tuyaux. Oui. C'est tout en fait. Et après, s'il y a une référence, on va dire majeure, à part l'enfance de Miyamoto, s'il y a une référence majeure, c'est Alice au pays des merveilles. Voilà. Mais après, ça s'arrête là. C'est pas, c'est tout le reste en fait. C'est un jeu et c'est un univers effectivement coloré, comme disait Marie. Qui pour moi à mon avis inadaptable, même ne serait-ce qu'en dessin animé, je vois pas trop l'intérêt en fait. C'est vrai que Mario, en fait c'est une question de pixels, il a des moustaches parce que c'était pour séparer son nez de son menton, enfin c'est des trucs hyper techniques en fait. Les ennemis ils ont juste une forme pour qu'on comprenne qu'il faut leur sauter dessus, qu'on peut renvoyer des carapaces, qu'on peut descendre dans des trucs et du coup en film c'est une mécanique qui a trait au jeu vidéo et qui aurait rien à voir dans un film en fait. On reviendra justement après la pause sur ce qui distingue la grammaire du jeu vidéo et la grammaire du cinéma, précision mécanique, précision technique, comment faire une bonne adaptation finalement, est-ce que c'est possible? On se retrouve juste après la pause, on va s'écouter, j'ai parlé de Mario, on va s'écouter George Clinton and the Goombas, le morceau Walk the Dinosaur sur la bande son de Super Mario Bros. À tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de BD Pixel, toujours avec Marie, Stéphane, tout va bien? Tout va bien. Ça va.
Tu n'as pas trop apprécié cette pause musicale, je crois. Non, pourquoi? Souvenir difficile. Non, mais je t'ai dit, je l'ai vu 2 fois. Donc, j'avais pas aimé, mais j'avais promis à un gosse de l'emmener, donc en fait, j'ai emmené. Très bien. Bon, Cédric, PJ, Océane, on est reparti. PJ, je me tourne vers toi parce qu'on va se poser la question pour cette deuxième partie. Maintenant qu'on a fait un petit tour d'horizon sur les différentes adaptations, bonnes ou mauvaises, de jeux vidéo au cinéma, tout simplement, quels sont les codes du jeu vidéo, quels sont les codes du cinéma, comment les deux peuvent communiquer et dans quelle mesure est-ce qu'une adaptation de jeu vidéo au cinéma est possible quelque part. Pour commencer, je te pose la question, c'est quoi la grammaire du jeu vidéo, c'est quoi la grammaire du cinéma justement? Qu'on soit tous d'accord. Je vais peut-être me concentrer d'abord sur le jeu vidéo parce que je pense que cinéma, il y a plein de gens aussi qui pourront donner une meilleure définition que moi. Alors personnellement, le jeu vidéo, moi je me base sur des trucs que j'ai appris. En game design. Voilà, notamment de game design et notamment du fait que le jeu vidéo, avant toute chose, ça reste un jeu. C'est-à-dire que c'est comme quand on jouait au Cowboy Indien ou Flic et Voyou ou truc comme ça, en fait, dans la cour des échelles et les serpents. Voilà, les jeux de société, n'importe quoi. Tout ça sont des jeux, les jeux vidéo au même. En même terme, c'est la même chose. C'est juste que comment dire. Le but, c'est l'interaction. Le but, c'est effectivement que ce soit avec quelqu'un d'autre, que ce soit avec soi-même ou que ce soit avec une machine ou quelque chose d'unique, qui ne correspond qu'à une seule personne, le jeu, c'est l'interaction. Donc, autant quand on joue à un jeu de société, par exemple les échecs, est-ce qu'on a besoin forcément d'une narration? Est-ce qu'on a besoin de savoir pourquoi est-ce qu'on joue aux échecs? Est-ce qu'on a le droit de savoir le background de chaque personnage? Je suis pas sûr, mais pourtant, dans le jeu vidéo, on se sent obligé de le faire. Moi, c'est ça que je trouve assez intéressant. C'est que dans le jeu vidéo, on est obligé de nous donner une narration, on est obligé de nous donner au moins des objectifs ou quelque chose qui va pousser le joueur à ça, alors que je comprends pas vraiment pourquoi. Mais bon, j'ai peut-être un peu divagué, j'ai peut-être un peu divergé de... Non, mais du coup, en gros, si on résume à peu près, c'est que le jeu vidéo, c'est une boucle de gameplay où tu vas avoir des règles posées, un objectif à atteindre. Dans un espace donné, dans un espace-temps donné, avec une volonté de jouer ou pas, et de toute façon, en fait, qui n'est pas censé avoir de conséquences aussi sur le monde réel. C'est-à-dire que quand on joue à un jeu, le jeu est terminé, peu importe son influence, peu importe ce qui s'est passé, normalement, il n'est pas censé avoir de changement réel, si ce n'est changement interne, parce que le jeu, c'est l'apprentissage, c'est l'éveil, c'est comment approvisionner son environnement. Sinon, tu vas avoir tous les fans d'Undertale qui vont t'envoyer des menaces de mort, donc attention. Mais effectivement, voilà, donc des outils, des obstacles, une récompense si on dépasse les obstacles avec les outils qu'on nous a donnés. Pas forcément une récompense non plus, pas forcément un dépassement non plus. Le fait de jouer juste, on peut jouer pour jouer. C'est juste ça. Après, c'est une autre mentalité, c'est un autre objectif. Bon, il a fini, salut. Du coup, parce que tu fais le malin, Cédric, c'est quoi du coup le cœur de la grammaire du cinéma? Si on eu égard à ce qui a été dit sur le jeu vidéo, si je reprends un certain cas de Bâche qui parlait de spécificité du média, qu'est-ce qui est spécifique au cinéma en premier, parce que c'est lui qui l'a amené, c'est l'image animée. Et après, on peut subdiviser ça en le montage ou le plan séquence. Ça, c'est vraiment, je pense, la grammaire du cinéma, la grammaire de l'image animée, c'est ça. Donc, d'ailleurs, j'en profite une fois de plus pour dire ceux qui disent 1917, meilleure adaptation de jeu vidéo, tu les rageux. Encore une fois, non. C'est le cinéma, ça fait plus de 50 ans qu'il fait des plans séquences. C'est pas le jeu vidéo qui a inventé ça, quoi. Donc, comme dit PJ, la vraie différence, ce que le jeu vidéo a pour lui par rapport au cinéma, c'est pas l'image, c'est l'interactivité, la connectivité que tu peux avoir, le lien direct. En fait, le cinéma ne peut pas l'avoir. À partir du moment où tu fais du cinéma interactif, c'est déjà du jeu vidéo en soi. Donc, exactement, puisqu'il y a interaction, puisqu'il y a... Il y a contact. Voilà. Et pourtant, le jeu vidéo ne s'est pas privé justement d'aller puiser dans le cinéma pour se nourrir, pour se diversifier, Stéphane. Non, de toute façon, je veux dire, même c'était quelque chose, c'était ce qu'il y avait de plus simple à faire en fait à une époque, pas sur Pong évidemment, mais sur King Kong, Donkey Kong déjà par exemple, mais on a parlé de Double Dragon, tous ces brawlers, enfin tous ces jeux comme ça à l'époque, c'était clairement The Warriors, c'était clairement la boucle. Mais moi je me rappelle je me rappelle même d'un jeu qui était Vigilante, je crois, où tu jouais un petit perso comme ça avec un bleu de travail et en fait la personne qui était kidnappée, c'était Madonna. Donc ils ont kidnappé Madonna. Alors je pense que Madonna n'a jamais été au courant en fait que voilà, mais ils ont kidnappé Madonna et donc tu voyais une blonde se faire jeter dans un et c'est à toi d'aller la chercher. Donc c'est le cinéma, mais en fait toute la culture de l'époque en fait elle se retrouvait un peu là-dedans. Donc voilà, il y a énormément de films de ninja qui ont été pompés dans les jeux de ninja, les Shinobi, les trucs comme ça. Donc voilà, mais après moi je vais juste revenir sur un point. Je comprends qu'on se pose
pose la question de savoir pourquoi il devrait y avoir de la narration en fait dans le jeu vidéo, et que c'est pas obligatoire. Mais en réalité, la narration, elle est partout dans le monde. C'est-à-dire que si tu jettes un œil sur un dessin, c'est de la narration. Donc les grottes de Lascaux, c'est de la narration, et c'est comme ça d'ailleurs. En fait, c'est comme ça que l'histoire, on a pu la suivre en fait, c'est-à-dire qu'en ayant ces dessins de nos ancêtres qui nous ont expliqué quelque chose de leur vie de l'époque, on a comment dire, voilà, donc la narration elle est au centre de tout, je pense. On a besoin de raconter les choses, là on est en train de parler entre nous, on a besoin de raconter les choses, on a besoin de les dire d'une certaine manière. Le jeu vidéo c'est la même chose, c'est la même logique, les règles se basent là-dessus, donc après qu'on extrapole sur ça me semble cohérent en fait, parce que l'être humain a besoin effectivement d'aller d'un point A à un point B. Marie, t'as un pied dans le cinéma, t'as un pied dans le jeu vidéo aussi. Qu'est-ce que tu attends d'un jeu vidéo quand tu y joues ? Moi, je suis pas une très très grosse gameuse en fait. J'ai juste des petites périodes et tout. Moi, j'ai beaucoup joué. Je suis partie de Mario et j'ai beaucoup joué tout ce qui est Nintendo, rétro gaming, tout ça. Après, moi maintenant, j'ai vraiment plus le temps de jouer. Donc non, mais c'est compliqué parce qu'il y a des moments où voilà, pendant 2 mois, je vais me faire 4 jeux et après, je vais pas toucher mes consoles pendant des mois et des mois. Mais après, moi, j'aime beaucoup les séries des Uncharted, les The Last of Us, des choses comme ça. Et j'aime beaucoup les point and click de Telltale en ce moment là. C'est des jeux, toute la série des Walking Dead que j'aime beaucoup, où voilà, on les suit pendant des saisons à chaque fois. C'est un peu comme une sortie d'une série, d'ailleurs c'est découpé en épisodes et en séries. On attend la sortie du prochain et donc ils ont le studio c'est un peu cassé la gueule, et justement le gros débat c'était que le dernier n'allait pas sortir, et finalement donc il a été récupéré par notre studio et il est enfin sorti, et c'était une manière pour moi de boucler la boucle, et pour beaucoup de joueurs de boucler la boucle des aventures de Clementine et tout. Et c'est des jeux voilà, qui m'ont beaucoup impliqué, parce que c'est des personnages qu'on a fait grandir littéralement, parce que quand on récupère ce personnage, elle est toute gamine et c'est une ado à la fin, et du coup c'était hyper intéressant de faire cette évolution des personnages. Complètement. Du coup tu te sens un peu titillé dans ta cinéphilie quand tu joues à ce genre de jeu? Ouais, mais moi ça m'implique beaucoup. Moi je pleure, j'aime bien pleurer, donc ça m'arrive de pleurer devant des jeux, et dans des jeux, parce que j'ai une implication encore plus forte qu'au cinéma, même si je pleure aussi beaucoup au cinéma, et c'est il y a un attachement. En fait j'avais eu un débat avec un ami sur les jeux de Walking Dead, parce que sur la dernière saison, en fait, on reprend des personnages qui vont rencontrer Clementine et les personnages au départ, et à un moment, elle est dans une situation, je sais plus exactement laquelle, mais en gros, c'est est-ce qu'on lui tire dessus, est-ce que machin, et beaucoup de gens sont allés dans le sens de la sauver parce qu'ils aiment trop ce personnage. Parce qu'il y a un attachement, ouais. Voilà, et moi je me disais, non, en fait, moi je suis un autre mec qui vient de la rencontrer, donc en fait, je suis censée m'en foutre, et c'était un gros débat qu'on a vu avec un pote, et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de l'épisode, t'as toujours les stats pour dire tant de personnes ont fait ce choix, et je crois qu'on était genre 12% à avoir fait le choix que j'avais fait, parce que tous les autres étaient allés sauver Clementine, parce que c'est le personnage qui faisait vivre depuis 3 ou 4 saisons. Mais dans la logique du jeu, toi t'étais un autre personnage qui la connaît pas, et en plein monde apocalyptique, moi je suis désolée, mais j'ai d'autres choix, quoi. Ce qui est pas mal, c'est que finalement tu cites pas mal de jeux en 3D qui mobilisent beaucoup le vocabulaire cinématographique, notamment Walking Dead, c'est des jeux quand même très très narratifs, avec pensé à la façon typiquement d'un Life is Strange. Je sais que tu avais fait une conférence avec l'un des réalisateurs du jeu au Forum des images. Ce qui est intéressant, c'est que finalement c'est pas mal de jeux en 3D qui la 3D en elle-même, déjà ça pose la question de comment, peut-être ça pose la question de la place de la caméra dans le jeu vidéo aussi, et le cinéma arrive par la force des choses quelque part dans le jeu vidéo à travers ça, que la caméra soit fixe dans Resident Evil, pensée en termes de valeur de plan, le hors-champ, et en caméra libre, littéralement dans Mario 64, où tu vas jouer le petit Lakitu qui tire la caméra. PJ, je te vois sourire. Oui, non, parce que moi, ces histoires de caméra justement dans le jeu vidéo, et après comment les adapter au cinéma, ça me fascine, parce que ça soulève énormément de questions, ne serait-ce que sur ce que je disais tout à l'heure sur comment l'identification entre le spectateur et le joueur est différente. Comment est-ce qu'en tant que spectateur je m'identifie à un personnage à l'écran, et comment en tant que joueur je m'identifie à un personnage auquel je joue. C'est deux choses complètement différentes, et surtout genre par exemple la caméra en première personne dans un jeu, quelque part on va penser que c'est plus immersif parce qu'on est à première personne, mais en même temps on ne voit jamais son avatar, donc on ne sait pas à quoi on ressemble. Est-ce que c'est pour autant qu'on va être plus attaché? Est-ce qu'on va se ressentir plus? C'est ça, tout est une question effectivement de storytelling à ce niveau-là, et les codes du cinéma en fait se sont appliqués au jeu, j'ai l'impression, de force, parce que justement c'était des jeux solo, donc il fallait justement les habiller pour que les gens qui jouent tout seuls, et non pas quand tu joues à plusieurs, où là pour le coup tu peux créer une narration ou quelque chose à plusieurs. Là quand tu es seul face à la machine, c'est à la machine de te présenter, de te proposer pourquoi justement tu vas faire tout ce que tu vas faire. Stéphane. Pardon, le truc c'est que en fait après le problème avec le jeu vidéo par rapport au cinéma, c'est qu'il a beaucoup
distinction en fait sur la façon dont par exemple, tu parles de ton avatar, mais en fait le jeu vidéo comme le jeu de rôle ou ce genre de choses te permettent de créer ton avatar parfois. Pas sur Assassin, mais sur je sais pas moi. Dark Souls. Oui, voilà. Maintenant, tu peux même mettre Pokémon. Non, mais n'importe quel jeu en fait, enfin pas n'importe quel jeu, mais t'as pas mal de jeux où tu crées ton perso avec enfin tu joues à la poupée quoi. Au début pendant 20 minutes, t'as essayé de créer ton perso tel que tu le veux quoi en fait. Et du coup, est-ce que ça, en fait là pour le coup c'est vraiment une question d'implication des joueurs plus que de ce que le jeu il t'offre, c'est un bac à sable quoi. Mais la problématique c'est que je pense que là où les deux se rejoignent éventuellement, en tout cas les bons jeux et les bons films, c'est ceux qui prennent en considération la place à la fois du spectateur dans le cinéma et à la fois la place du joueur dans le jeu. C'est-à-dire c'est la bonne narration pour moi dans un jeu vidéo, c'est pas une cinématique. La bonne narration pour moi dans un jeu vidéo, c'est en fait, en tout cas dans un jeu vidéo, j'entends vraiment, parce que sinon ça c'est pour le coup c'est des codes de cinéma, vraiment. Et meilleur exemple, Metal Gear pour le coup. Par exemple, ouais. Mais pareil, par exemple, tu vois la place de la caméra dans Metal Gear, dans les Metal Gear Open World, t'as quasiment que des plans séquences. Ce qui était quasiment pas, ce qui n'était pas du tout le cas dans les précédents Metal Gear, parce que c'était cinématique sur cinématique. Et t'avais des temps de chargement aussi. Après voilà, des spécificités. Je peux pas refaire l'émission Metal Gear, mais. Non, mais il s'est posé ces questions-là parce que tout simplement, il s'est dit en fait, c'est un open world, donc en fait, je vais pas briser l'enchaînement du joueur en fait. Ouais. Et s'il y a bien quelqu'un qui se pose la question de la place du joueur dans le jeu vidéo, c'est Kojima. Mais là, c'est l'exemple extrême. Je veux dire, n'importe quel jeu en open world est obligé de se poser la question de la place du joueur en fait dans ce monde-là. Parce qu'on dit open world, on dit monde ouvert, mais c'est un monde fermé en réalité. Donc le truc c'est que tu faut lui cacher ça en fait. Et le cinéma c'est pareil, le cinéma tu rentres dans un film, t'as 20 minutes en fait, pour moi je pense que t'as 20 minutes pour rentrer dans le film vraiment, et si t'acceptes cet univers là dans ces 20 premières minutes là, il faut que le film ne fasse pas de faux pas derrière pour que tu sortes pas du truc quoi. Et donc il faut qu'il t'implique, il faut qu'il te comment dire, c'est marrant parce que c'est beaucoup plus difficile en vrai d'écrire par exemple un jeu vidéo que d'écrire un film, et tout simplement parce que t'es obligé de prendre tellement de paramètres en compte dans le système, etc., que voilà quoi. Les histoires de caméra, je t'avoue, c'est voilà, mais moi je suis d'accord, ceci dit je suis d'accord avec mais t'as pas mal de jeux qui se posent pas vraiment la question, et c'est là où c'est un problème quoi. Dans GTA par exemple, t'as plusieurs focales différentes pour toi, que tu décides en fait qu'est-ce que tu préfères. Est-ce que tu veux vraiment être impliqué dans l'univers, ou est-ce que tu veux être plus rapproché de ton personnage, est-ce que tu veux plus de distance ou peut-être un peu plus d'empathie avec le personnage. C'est pour ça qu'un des ponts pour moi entre le jeu vidéo et le cinéma, c'est que c'est réussi quand tu ressens des choses pour le personnage que tu joues ou que tu joues pas, et pour les personnages que tu soutiens dans un film ou pas. C'est vraiment la question d'empathie et d'humanité qui arrive à se créer derrière tout ça. Et peut-être de focalisation aussi. Ouais. Du coup. Ouais. C'est Cédric. Non, moi je repensais à une de mes expériences de gaming où ce que disait PJ par rapport à la première personne, c'était Skyrim, où on m'avait demandé de créer mon personnage pendant 20 minutes, ce qui me faisait un peu chier personnellement. Et après j'avais le choix de vue troisième personne ou vue première personne. Je me suis rendu compte que très vite, pour moi, il était mieux en termes de plaisir de jeu d'être à la première personne, parce qu'à la troisième personne, j'avais des soucis pour viser et tout ça. Et j'ai joué pendant, je sais pas, 50 heures, et à un moment, je me suis rappelé que je pouvais aller à la troisième personne. J'ai revu mon perso, j'avais complètement zappé ce que j'avais fait comme personnage. Je me suis dit, donc ça ne sert à rien. Cette logique qui a été mise, je pense, pour faire plaisir aux gens. Esthétique. Moi, j'ai un vrai problème avec ce concept d'avatar et de choix de son personnage. Je peux comprendre dans un MMO, parce qu'il y a des millions de joueurs et qu'il faut vraiment aller dessus. Mais par exemple, moi je citais Pokémon tout à l'heure. J'ai un vrai problème avec le fait que Nintendo n'essaye plus de créer des personnages, parce que tu vas les voir, ces personnages, tu vas les voir tout le temps. Alors je comprends que les gens ils veulent les créer parce qu'ils veulent que ça soit l'identification à eux, mais moi je suis plus pour une question de narration, qu'on m'impose des personnages qu'on va essayer de faire vivre dans un univers qu'on a créé en fait. La problématique du jeu vidéo, c'est qu'il y a plusieurs sources en fait. C'est-à-dire que le cinéma, on va dire, on peut, pour résumer très, très basiquement, on peut dire il vient du théâtre. C'est-à-dire il vient de cette écriture-là en fait, alors que le jeu vidéo il vient du comme tu l'as pointé tout à l'heure, du jeu de rôle, du tennis par exemple dans le cas de Pong, etc. Donc, du coup en fait à un moment donné il n'y a pas un type de joueur. Alors qu'en réalité, si on réfléchit, il y a quand même un type de spectateur. En fait, c'est là la grosse différence. PJ, je te sens pas hyper convaincu. Pardon. C'est juste que j'ai entendu effectivement, on parlait de caméra tout à l'heure, on parlait effectivement d'empathie avec l'avatar, avec le personnage qu'on incarne et tout. Faut pas oublier que
de base, la caméra aussi, quand elle est pensée dans un jeu, c'est pour aussi offrir les informations possibles et disponibles aux joueurs. Si tu choisis une certaine caméra, comme au cinéma, si tu choisis un cadre, c'est pour donner ton information. Si tu choisis une caméra particulière dans un jeu, c'est parce que tu vas te dire, écoute, c'est la façon dont j'aimerais qu'on joue au jeu, c'est la façon qu'en fait j'aimerais que le joueur voit, j'aimerais que le joueur voit ça. Ça fait partie des 3 C de Marc Cerny, donc caméra, contrôleur, caractère, merci, pardon. Et là, pour le coup, effectivement, c'est celui qui est le plus proche au cinéma. Le caractère et le contrôleur au cinéma, c'est plus compliqué, on va dire, puisque ça s'approche moins de l'esthétique même qu'est le cinéma, qui est censé en fait inspirer le cinéma. Et moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est que autant cette narration qu'on a maintenant dans les cinématiques, dans les tutos, dans tout ça, tout le truc transmédia, on l'avait en fait déjà dès les notices. C'est que même si Mario, il n'y avait pas forcément 8 milliards de cinématiques pour t'expliquer que le royaume champignon, la princesse, tout ça, tu avais une notice avant, c'était à l'écrit. Ouais, Mario, moi j'ai jamais lu la notice et j'ai tout de suite compris comment on jouait. Parce qu'il n'y avait pas besoin, effectivement. Mais parce que en fait le jeu est très bien fait. Voilà. Alors pour le coup, c'est pas parce qu'il est simple, c'est qu'il est très bien fait. Parce qu'il est très bien fait. Non, bien sûr. Mais évidemment. C'est vrai. Parce qu'en fait le truc c'est que tu comprends que il y a un trou, tu tombes dedans. Voilà. Et t'as pas besoin de même faire du die and resist. À partir du moment où t'as compris que tu peux sauter, le jeu il commence sur quoi ? Il commence sur, on te propose de sauter pour taper sur une brique. Et tu tapes sur la brique, donc t'as compris que tu peux sauter. Non mais ne serait-ce que comprendre les contrôles, s'il vous plaît. Non mais c'est pour dire que en fait non, justement moi je pense que les notices aujourd'hui justement dans les jeux vidéo on te gave avec des tutoriaux qui durent 20 minutes et tout qui sont mais juste après, il y a une différence. Il y a 20 ans, il y avait que 3 boutons. Maintenant, il y en a 10. Ça rajoute quand même beaucoup plus de touches. Bien sûr, après, moi, je pense que si des trucs comme ça. vous qui demandez de la narration dans le jeu vidéo, je veux dire, ça vous emmerde pas d'avoir un tutoriel pendant 20 minutes. Moi, justement, j'en demande pas. Et après, j'en demande pas perso. Moi, perso, oui. Mais moi, jouer au Picross, ça me va très bien. Pour parler un petit peu de cinéma, quand même. C'est quoi ça ? On s'en fout, ça. Sans vouloir vous interrompre. Non, mais il y a eu pas mal de questions. Justement, on a pas mal parlé des mécaniques, des procédés qui sous-tendent le fonctionnement d'un jeu vidéo qui se conçoit bien dans sa façon de raconter une histoire, voire même de poser des règles pour le joueur. Comment est-ce qu'on peut intégrer ces spécificités-là dans un film, dans une démarche d'adaptation ou pas d'ailleurs. On a pas mal d'exemples. On a fait les émissions sur Edgar Wright ou les émissions sur les Wachowski justement. On va pas les refaire. Elles sont déjà dans la boîte donc c'est bon. Mais dans quelle mesure est-ce qu'il y a des procédés de jeux vidéo qui sont transposables au cinéma ? Moi je pense que c'est difficile après. Mais je sais même pas si c'est une question que ce soit des procédés puisque ça existait déjà avant dans le cinéma certains trucs. Mais par exemple Hardcore Henry. C'est un film qui est fait en FPS et pour le coup la question de la caméra en fait ils se la sont pas posés une seule seconde puisqu'en fait ils ont foutu une caméra sur la tête du bonhomme qui est en train de filmer, du caméraman quoi en gros. Comme la séquence de Doom aussi. Enfin, la séquence de Doom elle est faite différemment, elle est faite en numérique mais enfin il y a beaucoup de numérique dedans mais avec voilà mais le truc en tout cas c'est que en plus c'est même pas le réal du film qu'il a fait, c'est encore quelqu'un d'autre, c'est un mec d'effets spéciaux mais voilà et là c'est pareil, tu sens que c'est le passage obligé, tu sens qu'ils se sont dit bon alors le Doom ça se joue comme ça voilà et la scène en plus elle est littéralement ridicule c'est-à-dire il y a des monstres qui sont là en train enfin on dirait des meupettes et tout. Oui ils bougent pas trop voilà peut-être le passage avec la tronçonneuse ça bouge peut-être un petit peu plus. Non mais voilà mais après le truc c'est que tu vois sur Hardcore Henry justement ils se sont pas posé ces questions-là parce que en gros c'est la caméra elle c'est même pas seulement que le point de vue du FPS, c'est que c'est pas le point de vue du bonhomme, c'est le point de vue de la caméra. C'est ça qui est complètement aberrant en fait dans ce système-là. Donc c'est un coup. Je repense aussi à le premier The Amazing Spider-Man. La première bande-annonce, c'était uniquement du FPS de Spider-Man qui se baladait d'immeuble en immeuble et beaucoup de gens disent c'est Mirror's Edge machin et tout ça. Et en fait, suite aux critiques, ils ont totalement abandonné ça pour les films. On a juste un ou deux plans qui reprennent ça dans le premier, dans le deuxième, mais vu les critiques qui s'étaient prises, ils avaient totalement lâché ça, alors que peut-être que si les feedbacks avaient été plus positifs, je pense qu'ils auraient pris ce point de vue-là et qu'ils auraient mis plus de FPS dans Spider-Man pour que l'on va se balader, et ça aurait pu être cool, mais c'était juste mal fait. Peut-être qu'on l'aura en PSVR sur PS5, peut-être, on ne sait pas. Cédric. Non, moi je repensais à un autre film, Hardcore Henry, moi je suis pas très fan, il y a un film dans le même genre, un peu actionneur, un peu cracra débile, que je trouve marche mieux en termes de cinéma et en termes d'adaptation de jeux vidéo, enfin d'adaptation des codes. C'est Crank ou Hypertension, qui a très bien compris, je pense, le concept d'un jeu vidéo un peu bête et méchant dans le sens... J'avance, objectif, obstacle, je dois le passer. J'avance, obstacle, objectif, je dois le passer. Boucle de gameplay. Et c'est une très bonne boucle de gameplay. Le film est très bon et très plaisant. Alors, c'est pas du grand cinéma, mais c'est très plaisant. Le concept est très simple. Il y a un truc de dire ta vie baisse constamment. Il faut trouver un level up tout le temps pour la ramener. Et la profession de foi, elle est finie quand, je crois, c'est le générique de fin est en jeu vidéo, enfin en pixel art. Ou peut-être c'est dans le deuxième film. Gadget aussi.
C'est du gadget aussi. Dans le générique ? Non, dans le film. Le film, c'est un gadget. T'es pas vraiment impliqué pour le perso, tu t'en fous un peu. Tu sais très bien qu'il va pas mourir, et en même temps, d'un autre côté, tu t'en fous un peu de ce perso. Moi, j'étais impliqué dans le sens que j'étais impliqué de savoir comment il pouvait s'en sortir de chaque situation. C'est plus en mode, comment tu vas passer l'obstacle. Tu sais qu'il va pas mourir, c'est un film, tu sais très bien. Peut-être aussi parce que c'est Jason Statham. Même sans ça, j'aime bien Jason Statham. Effectivement, j'ai un petit faible pour cet homme, mais c'est pas le problème là. Je trouve vraiment que le film, le premier en tout cas, avait vraiment pensé cette mécanique de jeu vidéo. Comment je peux essayer de la comprendre dans un cinéma. Mais du coup, ça revient à poser la question. Peut-être qu'on finira la partie là-dessus parce que l'heure tourne malheureusement. Mais est-ce que les écritures cinématographiques et vidéoludiques sont compatibles ? Après, il y a beaucoup de choses qui sont faites hyper artificiellement. Enfin, on parlait tout à l'heure de Doom, et c'est vrai que cette séquence, elle tombe comme un cheveu sur la soupe, et tu sens que ça confère au fanservice, en fait, et c'est un peu idiot. Après, il y a des mécaniques de jeu qui peuvent être reprises, et au final, il y a plein de films qui s'inspirent de jeux vidéo sans être des adaptations, qui sont de bien meilleurs films que les adaptations dont on a parlé. Il y a tout le principe du Die and Retry qui, quand il est bien exploité, qui est hyper intéressant. Dans Scott Pilgrim, par exemple. Ouais, ou moi je pensais à Edge of Tomorrow, en fait, où ça s'intègre complètement au film. Un jour sans fin aussi. Et c'est ce que j'allais dire, c'est un truc qui, depuis Un jour sans fin jusqu'à Happy Birthday récemment, qui n'est pas un grand film, hein, mais c'est des mécaniques qui fonctionnent, en fait, et du coup, c'est moins artificiel que de faire une séquence qui va coller absolument au jeu en lui-même. Océane ? Non, moi je trouve j'entends souvent en matière de narration au cinéma, on dirait des étapes comme dans un jeu vidéo avec les boss intermédiaires et après le big boss de fin. C'est souvent une critique qu'on adresse aux mauvais films, c'est que ça fait jeu vidéo. Et moi j'ai lu plein de contes quand j'étais gosse et c'était exactement la même structure en fait. Du coup les jeux vidéo l'ont reprise et ensuite le cinéma l'avait reprise bien avant les jeux vidéo. Du coup ça c'est un truc qui est assez récent que je comprends pas et qui en plus est tout le temps dit sur un ton super négatif comme si c'était un défaut. Alors que non, parfois c'est pas forcément un défaut, ça peut être une qualité au contraire, de mettre des boss intermédiaires pour que justement le héros puisse tester sa force, que ça puisse renforcer ce qu'on ressent pour lui. Donc en état, je trouve qu'au contraire, parfois c'est loin d'être un défaut. Mais ce qui est intéressant, c'est que le plus souvent, quand on dit dans un film, il a une structure de jeu vidéo, c'est tout le temps négatif. C'est jamais positif. Oui, mais c'est comme c'est beaucoup de gens qui aiment pas les jeux vidéo. Ça ressemble à des cinématiques PlayStation. Oui, c'est ça. Mais justement, c'est intéressant de voir qu'il y a aussi beaucoup de mépris, alors que justement, on est dans une période où plus que jamais, les échanges entre cinéma et jeux vidéo peuvent donner des choses intéressantes. La grosse distinction, c'est que le cinéma, tu te poses 2 heures devant et tu regardes le film et tu peux même être complètement passif en fait et te dire ça va, j'ai bien aimé ou pas bien aimé. Le jeu vidéo, il faut y jouer en fait pour savoir ce que c'est. Donc en fait, de toute façon, le mépris il vient de là de base. C'est à partir du moment où on sait pas de quoi on parle en fait. C'est des gens qui savent pas de quoi ils parlent. Mais après, je pense le problème, c'est qu'aujourd'hui, on tend en tout cas le cinéma et le jeu vidéo tendent en fait vers aller vers des univers en fait. Et du coup, c'est peut-être là aussi où ils peuvent se retrouver dans la façon de les concevoir en fait. Et je pense que le jeu vidéo a plus d'avance que le cinéma là-dessus. On abordera peut-être plus en détail cet élément-là dans la troisième partie. PJ, un dernier mot avant de passer à la pause. Moi justement, c'est la question que je me posais, c'est pourquoi justement parfois on peut avoir ce genre de réflexion. Oh là là, c'est écrit comme un jeu vidéo. Est-ce que c'est peut-être parce que c'est pas un truc qui est forcément inhérent au jeu vidéo, mais qui est peut-être inhérent à une façon de narrer quelque chose? Le fait juste de se dire, il y a un héros, il va battre un méchant, il y a un objectif, il va se surpasser, il va sauver un tel ou un tel, le monde. La méthode Besson. Ou Joseph Campbell. Enfin, je sais pas. Tu vois le mythe du héros. Il y a un truc effectivement, une structure narrative qui est transmédia en fait, qui pour moi à mon avis est beaucoup plus large que la question du jeu vidéo et du cinéma et qui en fait a une certaine philosophie, une certaine mentalité derrière que l'on retrouve effectivement d'autant plus fortement dans les jeux vidéo parce que tu as ce côté interaction et donc forcément tu vas avoir ce côté dépassement de soi, donc dépassement de l'autre et donc quelque part forcément devoir battre quelque chose et donc quelque chose de négatif effectivement. Merci à toutes et à tous pour cette deuxième partie de débat. On va s'écouter un petit morceau. Cédric, on va se retrouver après la pause pour parler d'un petit film que tu as vu cette semaine, Sonic le film. Et donc on va s'écouter Friends de Hyper Potions, qui est le thème principal de Sonic Mania, mais aussi du générique de début de Sonic le film. À tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bulles du pixel, toujours avec Marie et Stéphane. Tout va bien ? Nickel. Bon, alors on va parler de quelque chose d'un peu plus terre à terre, un peu plus contemporain, un peu plus récent, n'est-ce pas, Cédric, avec toi. Tu as retiré ta casquette. Forcément. Mais attends. Non. Yes. Forcément, j'étais bien obligé, voyons. Moi, je suis corpo jusqu'au bout. Il est beau. Il est beau.
Il y a même le petit casque. J'ai un PTSD du déguisement de Patrick Sarria sur Game One. Mon Dieu, quelle horreur. Je pourrais prendre une photo et Pour parler l'encadrer. d'un excellent film, il faut un excellent costume, voyons. Tous les héros ne portent pas de cap. Écoutez, j'ai envie de dire, c'est parti pour la critique de Cédric sur Sonic. Elle va être légendaire, celle-là, à mon avis. Mais c'est de la merde. Alors, Cédric, tu as vu Sonic cette semaine, comme je penserais jamais douter. On l'a même vu ensemble. Peux-tu d'abord faire un petit point sur ce projet attendu et redouté ? Oui, bien sûr. Et là, on va commencer comme d'habitude par parler de l'histoire. Mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, Sonic est un hérisson bleu qui va très vite. Déjà, je vous pose le background, c'est très complexe, il fallait l'amener. Son pouvoir d'origine inconnue est convoité par tous ceux qu'il croise, et c'est pour cela que Sonic fuit de monde en monde grâce à des anneaux magiques. Donc hop, il lance un anneau, il traverse, il va dans un nouveau monde, et il se cache. Il tombe finalement sur Terre et se fait vite au mode de vie des humains. Il adore la bouffe, la pop culture, bref, c'est un ado comme chez nous. Mais après une vie de fugue et de cache, l'énergique tornade bleue commence à déprimer. Et c'est ainsi qu'un soir, Sonic déclenche dans une course pleine de rage, de tristesse, une surcharge énergétique qui alerte les autorités sur sa présence sur Terre. Traqué par un scientifique fou du nom de Robotnik, Sonic va devoir compter sur l'aide de Tom Wachowski. Tiens donc. Pourquoi pas, shérif local de la ville de Green Hill, pour vite retrouver ses anneaux perdus à San Francisco, battre les robots, machines du mal de Robotnik et surtout s'amuser avec son nouveau pote à vitesse cyber mystère hyper supersonique. Bien placé. Voilà, c'est un film basé sur la licence créée par Yuji Naka de Sega et c'est réalisé par Jeff Fowler. Alors c'est une licence culte du jeu vidéo qui a traversé le temps avec plus ou moins de succès. Les fans l'attendaient depuis plusieurs années. Ils se sont pas privés de livrer un petit peu leur ressenti sur les premiers visuels du film d'ailleurs. Maintenant qu'il est enfin sorti, qu'en est-il une fois qu'on juge le film sur pièce ? Bah, c'est pas vraiment une surprise, mais j'ai pas spécialement aimé. Voyons, Karel. Alors déjà, le scénario, paraît assez folle, entre E.T. et Thelma et Louise, pour les enfants un peu pauvres, gavés au sucre, je pense. On avait dit arrête les crossovers, Cédric. Là, j'en fais un pour toi. C'est E.T. cross Thelma et Louise. Bon, écoute, ça existe. Ça enchaîne nombreux clichés, excuses scénaristiques en se justifiant sous le terme film familial, mais encore une fois, c'est pas parce que c'est un film familial ou un film pour enfants que ça se doit d'être paresseux et mal branlé. En plus de ça, l'incrustation du personnage de Sonic, elle est très problématique. Il y a de nombreux plans où ils semblent pas être présents, il n'y a aucune relief dans le personnage. On voit qu'il a été incrusté et ça fait un peu peur. Quand il prend des objets en main, on voit que ça devient des objets en 3D, c'est encore plus problématique pour moi. Et en plus, quasiment personne ne le touche de tout le film. Je crois qu'il y a un contact humain à 3 reprises dans le film. Même sur le dernier plan, c'est assez gênant. Ouais, il est pris un moment dans les bras, mais il y a une couverture. Enfin bref, voilà. Mais même dans le dernier plan, effectivement, c'est problématique. En plus, les reshoots ont réussi effectivement à en faire une copie fidèle au jeu, ce que les fans voulaient, mais on a perdu la seule peut-être originalité, bonne ou mauvaise, je laisse chacun juge, possible dans ce produit très calibré. Traduction, j'aurais peut-être préféré le premier visuel, même s'il était dégueulasse. En plus de ça, Jim Carrey, seule bonne chose du film pour moi, il se démarque un peu forcément de la production, mais à quel prix? Il est en total roue libre, il est total roue libre dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'il parvient pas vraiment à faire mouche tout le temps dans ses gags, sa mise en scène, son comique gestuel si calibré d'habitude est un peu hors des clous, je l'ai pas trouvé très pertinent. Il y a une scène de danse un peu sympa, mais on sent que c'est une impro totale, je pense, et c'est peut-être le seul moment où c'est un petit peu rigolo. Il y a un check assez légendaire quand même. Ouais, il y a un check légendaire où on a rigolé tous les deux dans la salle, c'est le seul gag où on était les seuls à rire et personne ne rigolait. Je comprends pas. Je n'entendais que dans la salle. Jim Carrey qui fout un coup de poing à quelqu'un, c'est forcément drôle, mais bon. Enfin bref. Et surtout le personnage de Sonic, il est vaguement supportable, mais il rassemble l'ensemble des clichés qu'un producteur peut penser des jeunes. On navigue entre blagues références à la pop culture, hyperactivité d'un gosse un peu gavé au sucre. J'aime beaucoup l'expression gavé au sucre aujourd'hui, ça me fait bien rire. Alors on est en 2020, s'il vous plaît, messieurs les producteurs, arrêtez d'écrire comme en 1990 vos personnages. Une fois de plus, tu n'es pas tendre avec le film, mais cette fois il y a une différence. Nous sommes dans une émission qui fait le lien entre jeux vidéo et cinéma, en tout cas on essaye dans la mesure du possible. Ne peux-tu pas nous dire si en simple adaptation de jeu, ce film Sonic Mania ne bouge plus maintenant, ce film fonctionne, et a compris la formule du jeu Sonic? Ça me gêne beaucoup ce petit truc, je sais pas comment Sonic fait avec ça, mais bon, c'est pas grave. Voilà aussi, on peut avoir une volonté de faire des efforts, mais sans vrai succès, une fois de plus. Après une séquence d'intro qui montre globalement un niveau de Sonic 1, le film s'éloigne complètement pour nous laisser
sur Terre, parce que forcément c'est là où je voulais voir Sonic, hein. Dans San Francisco et sur de l'asphalte, c'est le truc que je voulais le plus voir en tant que fan de Sonic. Il va donc courir dans des décors gris et sans design et aucune verticalité. Bon bref, il n'y a pas de game design, il n'y a pas de level design, il n'y a aucune réflexion sur ce que Sonic peut donner. En plus de ça, la pression de vitesse elle est jamais présente. C'est-à-dire que là vous aviez des films comme par exemple Speed Racer où on essayait tout le temps de vous montrer ce que c'était de dépasser le mur du son, et je prends pour exemple concret un plan qui m'a toujours marqué, je pense qu'il a marqué beaucoup de gens, le drapeau d'arrivée où le damier devient un cercle enflammé. Enfin, il y avait des volontés, il y avait des effets de mise en scène pour se dire wow, il va vite. Là, le seul effet qu'on voit, c'est globalement un effet à la Quicksilver dans les X-Men, c'est le temps ralenti. Et il fait des bêtises alors que le temps ralentit, quoi. C'est pas drôle. C'est un peu pas honteux de X-Men. Hein. Ils le font deux fois en plus. Ils le font 2 fois et 2 fois c'est pas très bon, donc c'est problématique. Un petit twist la deuxième fois. Comme X-Men, d'accord en revanche. C'est marrant ce que tu dis sur la verticalité parce qu'ils doivent monter sur un immeuble et moi je me suis vraiment dit à ce moment-là, il va courir et arriver là-haut et je voulais pas prendre l'ascenseur. Effectivement, il y a ce truc que je trouvais très buesque, que je me dis il court très vite, il peut monter sans avoir besoin d'une clé ou d'un pass, et même si on part de cette logique, il peut prendre le pass en allant très vite, il ralentit le temps, il vient le prendre en cachette. Mais bon, bref, je m'égare et je reprends le déroulé de ma critique. Bon, la présence d'un humain comme compagnon, on en parlait tout à l'heure, est-ce que c'est la solution ? Je ne sais pas. Moi, je suis pas très fan. Encore une fois, je pense que c'est pas une très bonne idée parce qu'on a peur que le spectateur il accroche pas au récit, alors que ça fait 20 ans que la saga elle accroche à partir de Shitty Friend et de Hérisson et de Tamia à la con, et pourtant les gens ils y vont encore. Donc, s'il vous plaît, arrêtez. Pas de photos, s'il vous plaît, monsieur Carrel. Je suis un être respectable et respecté. Je fais ce que je veux. En plus de ça, les nombreuses séquences et plans ralentis dont je parlais où on voit Sonic du regard, c'est un effort louable. C'est un peu rare dans ce genre de production de tenter ça. Par exemple, je peux amener effectivement le fait que pour une fois on suit le personnage, on ne le perd jamais, c'est intéressant. Il y a plein de films mal branlés où on peut pas suivre l'action, là on la suit. Mais erreur, Marco, fallait pas faire ça cette fois-ci, c'est un film Sonic, il fallait perdre le personnage des yeux, il fallait que tu te sentes dépassé, il fallait que le spectateur il prenne un plaisir dans la folie visuelle du perso, dans la course, et plutôt que de refaire des séquences à la Quicksilver quand ils sont déjà faites, fallait essayer de nous surprendre et qu'on soit vraiment sur lâcher prise, quoi. Lâcher prise complet. Donc en conclusion, Sonic c'est un produit et un de plus dans le marasme des adaptations cinéma qui pullulent depuis presque 30 ans, sans être spécialement honteux. Je pense que le tag famille et enfant des phrases d'accroche n'est on peut plus vrai et va ravir beaucoup des gens, et surtout peut-être les fans amoureux du Hérisson, mais Benjamin Benoît, le plus gros fan du Hérisson qu'on connaît, n'a pas trop aimé, alors ça me fait peur pour les autres fans. Ce film c'est encore une fois une balise dans le paysage culturel actuel, c'est une œuvre molle, paresseuse, ça tente par des artifices scénaristiques de faire croire que son récit formaté il renferme plus que ce qu'il propose, c'est-à-dire pas grand chose. Et le pire c'est que là où le film aurait pu se lâcher visuellement, proposer de retranscrire le plaisir de jouer à travers les niveaux dantesques où la gravité alors avait plus de sens, où seul compte la sensation de lâcher prise face à la vitesse, au danger, non. Le film il se tente de proposer là encore un modèle formaté, ça tente jamais de sortir vraiment du rang, ça n'a jamais aucune folie, aucune audace. En atteste le changement visuel de Sonic qui avait donc un design beaucoup plus réaliste et un peu creepy et très dérangeant, Uncanny Valley comme diraient certains, qui est passé au design du jeu. Et ça montre bien que les studios préfèrent faire plaisir aux fans que de prendre des vrais risques, quitte à se tromper, mais au moins à tenter d'être original et de faire quelque chose qu'on n'aurait pas forcément vu. Et en cela je vous recommande plutôt donc le film Speed Racer des sœurs Wachowski dont je parlais avant, qui avait vraiment intégré dans sa narration les codes du jeu vidéo et la sensation de vitesse qui manque terriblement à ce divertissement, qui comme à chaque fois va fonctionner auprès des fans je pense et de la famille, et qui seront contents de voir un doudou de leur enfance prendre vie. Sonic vous a peut-être causé, mais pour moi il ne m'a pas parlé. Alors Marie, il me semble pas que tu as eu le temps de voir le film. Non, je l'ai pas vu. Qu'en espères-tu du coup après cette critique? Rien du tout du coup, mais je pense que je serais quand même déçue. D'ailleurs j'amènerais peut-être mes petits cousins, Avoir un film familial, tiré Thomas Langman. Océane, on était avec toi dans la salle, qu'en as-tu pensé? Qu'as-tu pensé de notre présence dans la salle? On était insupportable. Votre présence m'a beaucoup fait rire, peut-être plus que le film, donc c'est ça qui est un peu dommage. En fait, dès l'intro, j'ai trouvé ça catastrophique. C'est le principe du flash forward. Comment je me suis retrouvée dans cette situation, et je vais tout vous raconter. Je n'en peux plus. Oui, alors ça j'ai vrai, des envies de meurtre. Dès que j'entends ce gimmick, il faut arrêter ça aussi vraiment en 2020. Laissez ça à la porte. Après, j'ai trouvé la première partie extrêmement mal fichue. Je trouvais que plus ça allait, plus il y avait une sorte d'alchimie un peu qui se créait entre Sonic et Tom Wachowski. Donc ça pouvait aller. James Marsden qui fait son possible, mais il a rien à jouer, le pauvre. C'est toujours plus que Cyclope, hein. Oui, c'est ça, effectivement. Mais du coup, c'est vrai que
En fait, c'est pas honteux parce qu'on passe pas un mauvais moment devant, mais on passe pas un bon moment devant non plus. En fait, c'est vraiment c'est ultra tiède. C'est ça que j'en retiens. Et là où même peut-être Détective Pikachu, j'avais trouvé ça assez doux. Bah là, en fait, Sonic, je trouve ça super tiède. Genre tu vois ça et t'oublies ça. Enfin, tu sors de la salle, t'as déjà tout oublié quoi. Et ça me saoule un peu parce que même si j'en attendais rien, bah effectivement, les gosses ça va peut-être leur plaire, mais en l'état, moi j'ai rien à me mettre sous la dent quoi. Même toutes les thématiques un petit peu sur la solitude, fait que Sonic, bah en fait, il va être tout seul toute sa vie. Enfin, ça aurait pu être intéressant aussi. Et au final, c'est traité par-dessus la jambe, quoi. C'est super dommage. Bah, disons, oui, c'est peut-être un emprunt au Flash de Justice League, qui était peut-être la seule idée intéressante de Justice League et qui est même pas développée ici. C'est un peu dommage. Et puis la musique de Junkie XL, c'est plus possible non plus. Je suis désolée. Vite oublié, Stéphane. Ouais, après moi j'ai pas trop compris pourquoi il y avait toute cette shitstorm autour du personnage, enfin du premier design, parce que de toute évidence quand tu regardes le film, c'est vraiment un film qui est fait pour les enfants. C'est même presque pas un film familial, c'est vraiment un film fait pour les enfants. C'est Sonic qui pète. Qui fait des danses Fortnite aussi. Voilà, et donc le truc c'est que du coup, je me suis dit, c'est pas les gosses qui sont allés se plaindre sur internet de design de Sonic, donc est-ce que c'était si grave de repousser le film, de planter la boîte de prod, enfin la boîte d'effets spéciaux pour refaire le truc et tout. Mais oui, après c'est complet, je suis d'accord. Après je pense que j'attendais absolument pas de design de mise en scène en fait autour de la vitesse du personnage. Je pense que j'attendais vraiment rien. Moi non plus, mais ce que j'ai eu quoi. Si tu veux, si je fais une critique sans essayer de développer, je peux juste dire c'est de la merde et je pose la feuille. Mais je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que non, c'est pas du tout, c'était même pas un reproche du tout à ta critique. Hein. C'est vrai que c'est juste que je comprends effectivement qu'il aurait dû, enfin le réalisateur, la prod aurait dû se poser ces questions-là, mais moi ça me semblait tellement évident qu'il savait pas se les poser. Oui, c'est sûr. Voilà. Bon, vu que l'heure tourne un petit peu, je vais me contenter de dire que c'est pas forcément le Garfield 3 qu'on voulait, mais c'est le Garfield 3 qu'on méritait. Voilà. Sans Bill Murray. Sans Bill Murray, mais avec James Marsden du coup, donc bon, quelque part. Pourquoi pas Jim Carrey. Moi, je balance à la fin du film. Ils ont eu une bonne idée avec les piquants de Sonic d'expliquer le pouvoir et tout. J'ai fait Carrel, que racontes-tu ? En fait, si tu veux, alors si tu veux rentrer dans le détail, je ne veux pas rentrer dans le détail. Je trouve, si tu veux, que l'idée que Robotnik utilise un piquant pour spoil tout le film, du coup, c'est pas grave. Non mais voilà, spoil qu'il est très premier degré quand même. Allez, écoutez, voilà. Hop, voilà, c'est bon. Ça veut tout dire. Allez, on avance. Justice immanente, vas-y. Alors, on en parlera. Tu tweeteras ton. Très bien, j'assume, monsieur. Bon, du coup, merci pour vos retours. Néanmoins, un petit peu plus contrastés que prévu, vu que j'ai participé. Mais bon, on va. La transition toute trouvée, finalement, pour la troisième partie du débat. Que peut-on attendre du jeu vidéo au cinéma aujourd'hui ? Et Sonic quand même pose un petit horizon de réponse. Une danse Fortnite. Pour ça, mais pour ça il faut regarder le début du film avec un logo Sega Original Film. Alors on se documente un petit peu, on regarde, on voit qu'il y a des films Shinobi prévus, il y a un film, film Altered Beast qui est prévu, film Crazy Taxi, un film Golden Axe aussi, Streets of Rage, Virtua Fighter, pas mal de choses. Est-ce que les années 2020 ne vont pas être le début d'une nouvelle bulle du cinéma de jeux vidéo ? Stéphane, je te vois te décomposer à chaque film que je mentionne. Alors moi le film Shinobi, quand j'avais, parce que c'est mon jeu de chevet quand j'étais gamin, j'ai dû mettre au moins 300 francs français à l'époque dans cette machine quoi. J'en rêvais quand j'avais 12 ans quoi. Maintenant non pas enfin je comprends. Puis ça intéresse qui hein, enfin qui se rappelle de Shinobi à part des mecs comme moi qui ont 45 ans, enfin 43 mais non mais c'est vrai, enfin ça Carl derrière la vitre s'en rappelle. Voilà, mais c'est étrange, Shinobi, il n'y a pas eu de nouveau jeu depuis combien d'années en fait, c'est un remaster en permanence. Oui. Il y en a eu un sur DS ou 3DS si je dis pas. Mais ce qui veut dire c'est un remaster effectivement, c'est quand même tu actualises pas le concept non plus. Voilà, et le truc c'est que du coup oui, alors je sais pas, je crois que j'ai vu passer effectivement leur annonce en disant oui les ninjas n'ont jamais été bien traités au cinéma, donc voilà quoi. En tout cas pas numériquement. Oui, enfin je sais pas, mais donc je sais. Après ça c'est Sega qui part dans cette logique là parce qu'ils veulent on va dire redorer leur licence. Ouais, et puis se faire de la thune sur on va dire de la nostalgie, j'imagine, mais après non, je pense que c'est même pas que c'est compliqué forcément. Adapter c'est trahir hein, donc automatiquement je pense que c'est pas la peine d'attendre automatiquement des adaptations de jeux vidéo au cinéma. Je pense que ça fait quand même 30 ans qu'on sait que
c'est peine perdue. Hein. Océane, est-ce que c'est peine perdue? Je sais pas, mais en tout cas, tous ces projets-là que tu cites sur Sega, ça a l'air d'être un peu rétro. Et je me dis, est-ce que la clé serait pas justement au moins d'adapter la mise en scène et la narration à des trucs un peu plus rétro? Apparemment, Crazy Taxi, honnêtement, t'as des possibilités de dingue. J'avais cru voir passer sur Variety qu'ils se sont associés avec la boîte d'effets spéciaux de Scott Pilgrim, justement. Ouais, et voilà, et je pense vraiment que Crazy Taxi, ça peut être un super film, super expérimental, en fait. Je pense que dès lors que tu parles dans le délire du taxi qui va à 100 à l'heure, t'as des possibilités de montage, de poursuite, de course, tout simplement. Tu pourras pas avoir ça, parce que t'as forcément des producteurs qui veulent que leur licence soit mise en avant. Oui, en fait. Donc il faut que ça réponde à un cahier des charges. On le voit quand on voit le film Sonic, en fait. Tu peux pas te permettre de sortir du rang. Si ça plaît pas aux fans ou que ça plaît pas aux producteurs, il faut vite te recadrer. Donc c'est compliqué, quoi. C'est dommage. Et là, les gens, on voit, les films qu'ils attendent le plus, c'est le film Uncharted, mais vous êtes, qui a perdu 10 réalisateurs depuis qu'il y a un problème. Ce film ne devrait même pas exister. Non. Il est là, le film Uncharted, en fait. C'est ça le truc. Je vois même pas l'intérêt d'adapter ce qui est déjà pour moi la quintessence de ce que tu peux dire en disant de cinéma interactif, comme on en parlait tout à l'heure avec des gros guillemets. Tout est là. Le film Uncharted, il existe depuis 40 ans, c'est Indiana Jones. Oui, déjà Tomb Raider. Mais Indiana Jones, t'as pas l'interactivité. Au moins Uncharted, c'était malin de se dire on prend ce qui est le bien dans Indiana Jones, on prend ce qui est bien dans Tomb Raider, on le remixe et on en refait un nouveau truc, et ça a été son propre univers, sa propre licence. Il y a un début, un milieu, une fin, ça a été pensé, ça a été écrit, on était pris dans l'action, je vois pas l'intérêt, quoi. Mais c'est pareil pour The Last of Us. Marie, pardon. C'est des dizaines d'heures de jeu avec des personnages auxquels tu t'attaches, du coup je vois pas trop bien ce qu'on peut faire dans un film de 1h30, 2 heures, quoi. Mais PJ, du coup, pardon. Non, mais je disais jeté sur le micro. Pardon, c'est pareil pour The Last of Us, en fait, ou même pour Metal Gear. Metal Gear, effectivement, c'est... Alors, oui, c'est long, mais c'est 80% de cinématique, Metal Gear. C'est vraiment... Alors, c'est peut-être plus 60% de cinématique et 20% d'attente et 10% de jeu. Mais utilise l'ascenseur pour changer d'état. Mince, dans ce cas-là, on parle pas des jeux Telltale. Ah oui, non, bien sûr que non. Non, évidemment. Évidemment, les jeux Telltale aussi à adapter, à mon avis, en série ou en cinéma sera de toute façon beaucoup plus facile, tout comme la série des Metal Gear ou tout comme un Last of Us ou un Uncharted, que un Tetris ou un Mario. Parce que justement, Tetris, c'est prévu. Oui, justement. Plusieurs films. Et c'est là que c'est assez dingue, c'est que contrairement à certains films où on voit déjà en fait quels sont, certains jeux, on voit déjà en fait les films qu'ils vont donner. T'en as d'autres comme justement même Monster Hunter. À la base, Monster Hunter, c'est quoi? C'est péter des monstres. Ok, comment tu vas mettre ça dans un film? Ils en font un... Et alors il sort en septembre 2020 avec Mila Jovovich et Paul W.S. Anderson d'ailleurs. Et ils en font un isekai. L'histoire, ce sera un isekai, effectivement. C'est des militaires qui se retrouvent dans un monde du désert préhistorique. Pourquoi pas à la limite? Mais on sait que ce sera pourri. C'est Paul W. Anderson, c'est Mila Jovovich. C'est la même formule depuis 20 ans qu'avec la zone chez Ville. Mais oui. Et pourquoi un isekai? Pourquoi pas? Logiquement, puisque Monster Hunter, c'est très connu avant Monster Hunter World, en fait, récemment. En Asie, c'était surtout connu en Asie, quoi. Donc ça va s'adresser à ce public-là avant tout, en fait. Il y a Mila Jovovich, Ron Perlman, ce qui tu veux, etc. Mais après, oui, puis lui, il avait besoin. Paul Anderson, pour le coup, il avait besoin de sa nouvelle grosse licence puisqu'il a terminé Resident Evil. Il a une très belle baraque à Bel Air, donc voilà. Et rien ne nous dit que c'est pas Alice qui va basculer dans le monde de Monster Hunter. Alors à mon avis, non. Voilà. Mais on sait pas. Mais du coup, non, mais il y a une question, c'est est-ce que le jeu vidéo peut être le nouveau cinéma de super-héros? C'est-à-dire un vivier à licence avec une course à l'échalote de toutes les maisons de production, tous les grands distributeurs qui vont se dire cette licence il faut qu'on la fasse avec un gros budget, etc. Parce qu'on sait qu'il y a les mangas aussi. On sait que ça y est, le genre du super-héros ça commence à se tarir. Clairement, je pense pas que la phase 4 va marcher de Marvel en termes de bénéfices. Je parle juste d'argent. Donc il faut tout de suite penser à des nouvelles choses. Là, c'est comment il s'appelle, Legendary qui s'est positionné sur adapter pas mal de licences de manga. Tout à fait. Donc d'un côté, tu as les autres qui vont adapter des jeux. C'est maintenant, qu'est-ce qu'on peut vite adapter? Il faut des choses qui soient connues, de la pop culture, un peu doudou. Donc t'enlèves le super-héros, qu'est-ce qui reste? Et tu tombes effectivement sur les jeux vidéo, les mangas. On épuise de quoi faire jouer petit à petit. Exactement.
Du coup, est-ce que pardon, qu'est-ce qu'on pardon, je vais attirer. L'émission est longue, je suis désolé. Non, mais du coup, est-ce que si on s'ouvre à un plus grand public, est-ce que ça va casser cette image du gamer un peu libidineux, un peu appâté par la violence qu'on a pu avoir dans les années 2000 et début 2010? Le problème, c'est qu'il y a encore peut-être ce cliché-là, mais en fait, en vrai, ce qu'il faut peut-être éduquer, c'est pas par le jeu, pas par le cinéma en fait qu'on va l'éduquer. Hein. C'est qu'aujourd'hui, on a tous un téléphone portable et que ma grand-mère elle joue aux jeux vidéo. Donc à un moment donné, si elle le sait pas, il faut lui expliquer. C'est ça la grosse distinction. Tout le monde est un gamer. Il y a pas de, à un moment donné, même si tu joues 3 minutes par semaine, c'est le jeu vidéo, il est partout. Donc cette image-là, il faut juste arrêter d'en parler. Voilà, pour la casser quoi. Océane. Je vais faire ma relou, mais aussi en matière de mise en scène. Je pense qu'à partir du moment où tu filmes mieux 50% de tes personnages, donc on va dire les femmes, on voit là quand même la différence entre les premiers Tomb Raider et les nouveaux. On voit aussi que le cinéma il commence à un peu mieux filmer les femmes et qu'il leur donne un rôle un peu plus intéressant que juste être la love interest à côté. Je pense à Prince of Persia. Je repense au rôle de la love interest du héros. Ou la femme trophée dans Pixel. La femme trophée. Et justement, peut-être aussi que si on met moins de représentation ultra sexiste et clichés comme ça, peut-être aussi que un public peut-être plus féminin ira voir aussi ces films en se disant je vais pas être considéré comme un trophée en allant voir le film, mais au contraire je vais avoir autant de temps de parole et autant d'action que le mec. Marie, Cédric. Ouais, non, enfin, j'ai rien à ajouter, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Non, parce que Cédric, je sais, typiquement sur Tomb Raider, c'est un choix qui vient du jeu quand même à la base. Tomb Raider, oui, c'est à chaque fois, c'est vrai qu'on revient sur. Moi, j'aime pas du tout le film avec Alicia Vikander, je le trouve très mauvais. Pas plus mauvais que ceux avec Angelina Jolie. Mais pas mieux non plus, enfin à peine. Non, mais je sais que toi tu l'aimes bien, mais toi tes goûts, on sait ce que c'est. C'est pour ça que t'es présentateur et tu n'es pas chroniqueur. Voilà. Et voilà, c'est fini. C'était ma dernière émission. Salut à tous. Non, en gros, parce que le Tomb Raider de Vikander, il est basé sur cette nouvelle version qui est devant Stéphane, qui est un reboot qui a été pensé par les mecs de Crystal Dynamics et de Square Enix, de se dire comment on peut repenser à la licence. Et là, en revanche, ça rejoint ce que dit Océane, se dire peut-être ne pas en considérer que c'est un trophée, une femme objet, mais lui créer une personnalité. Ouais, sauf qu'il y a eu toute une polémique autour du fait que justement, elle était considérée comme une femme objet. Ouais, mais c'est pas ce que voulaient. C'est pas ce que voulaient les créateurs. Il n'y a pas de viol dans le film. Non. En fait, c'était basé sur la preview du jeu, qui était une séquence en fait qui indiquait qu'elle risquait en fait un viol effectivement. En fait, je pense qu'il y a une erreur à ce niveau-là dans le jeu parce que dans l'histoire, elle va effectivement subir des agressions physiques clairement tout le jeu. Et non, c'est important de ce truc-là parce que ce que les gens ont reproché, c'est ce qui arrive aux personnages masculins. En fait, tu prends Nathan Drake, quand il se prend des coups, tu l'entends crier, tu l'entends avoir Quand c'est une femme qui le fait, chez les joueurs, ça crée un truc un peu genre on veut la protéger, il y avait une espèce de pulsion sexuelle qui se crée. Donc je pense pas que le problème il venait du jeu et de la nature de ce que les personnages voulaient donner. C'est ce que les personnages Tomb Raider va plus loin quand même que Uncharted. Uncharted dans le premier, mais il y a une trilogie, après elle est beaucoup moins comme ça. C'est que c'est un survival, l'autre c'est un film d'aventure, un jeu d'aventure, pardon. Là ça se joue aussi avec les codes du survival. On est plus dans Rambo pour le coup. Voilà, et c'est mine de rien en fait, on peut pas leur reprocher de pas être allé assez loin, on va dire. Non, mais moi j'ai pas senti d'attirance sexuelle pour le personnage parce qu'elle souffrait en fait, c'est ça le truc. Je vois pas comment est-ce que les mecs peuvent dire un bad buzz en disant mais on a envie de la protéger, on a envie d'en faire la nôtre. Parce que ça vient de la source en fait, c'est-à-dire c'est ce qu'ils avaient fait comme étude dans les années 90 pour en fait justifier les ventes, pour expliquer les ventes en fait des premiers Tomb Raider qui avaient cartonné et dont le studio en fait ne voulait pas à la base, c'est-à-dire ils voulaient pas d'un personnage féminin, et ils ont expliqué, enfin dans les études ils se sont rendus compte effectivement qu'il y avait un attachement, non pas sexuel automatiquement, mais un attachement en fait des joueurs masculins vis-à-vis du personnage parce que c'était un personnage féminin qui voulait la protéger. Voilà, mais ça c'est purement factuel, ce que je dis, il n'y a pas de... Dernier axe, on a pas mal parlé du jeu vidéo, du cinéma, des tensions, peut-être des difficultés à faire correspondre les deux médias. Est-ce que tu l'avais mentionné en fin de deuxième partie, le transmédia n'est pas finalement le pont le plus certain? Alors moi je pensais pas à transmédia automatiquement en fait, je pensais à rétention, c'est-à-dire que en gros ce que Marvel essaye de faire, et moi moi j'aime pas du tout ce qu'ils font, les univers étendus, tu veux dire. Voilà, les univers étendus, c'est une logique en fait où
pour parler par exemple du dernier Avengers, je comprends pas qu'on puisse être ému parce que j'arrive pas. Non mais il y a des gens qui le sont. Moi j'arrive pas à le comprendre, mais j'ai compris que ça fait 10 ans que ça existe dans l'esprit des gens, que ce personnage par exemple de Robert Downey Jr. ça fait 10 ans qu'il le joue, donc en fait c'est pas dans l'écriture, à mon sens, personnellement, qu'ils arrivent à créer ça, mais dans l'attente générale que tu as, en fait, et de savoir où ce personnage va aller. Et dans la construction de personnages n'existe quasiment pas sur 10 films. Le jeu vidéo a un temps d'avance là-dessus, dans le sens où il y a cette notion de rétention, c'est-à-dire que ça fait maintenant, par exemple, 15 ans qu'on continue à jouer à World of Warcraft dans un univers qui existe. Et toute l'idée, en fait, c'est d'arriver à vraiment, à mon sens, en fait, créer un univers dans lequel les gens ont envie de se plonger et rester. Harry Potter, c'est la même logique en fait. Quand tu prends ça en termes de littérature, tu as envie de grandir avec les personnages. C'est même une des règles en fait des romans et de l'implication, c'est de grandir avec chaque année d'école, etc. La littérature y arrive, le cinéma peut y arriver très clairement. Je pense que voilà, j'ai pas forcément d'exemple à proprement parler. En tout cas pour moi, ce que fait Marvel, c'en est pas un. Le jeu vidéo peut le faire et ils ont cette logique de dire voilà, mais même en fait dans des jeux, on va dire presque annexes en fait là-dessus, les jeux à service par exemple, les trucs comme The Division ou les trucs comme ça, Fortnite, voilà, ça peut être des jeux très fermés, on va dire entre guillemets, sur un univers spécifique. Là je pense The Division, les gens aiment rester dedans et jouer dans cette logique là quoi. Donc je pense que c'est surtout sur ça, je parlais vraiment de rétention plus que de d'étendre ça. Après si l'univers est bien traité et bien fait, je pense qu'il peut vraiment faire les ponts au cinéma, dans le jeu vidéo, mais en adaptant quoi. Peut-être qu'ils ont essayé de faire avec Warcraft. Le film. Peut-être qu'ils ont essayé. Peut-être qu'ils ont essayé de faire. Revenez 10 minutes à ce que j'ai dit en arrière. Mon insulte prend plus de sens d'un coup. Peut-être ce qu'ils ont essayé de faire. Non, mais ce qu'ils ont essayé, je sais pas. Je t'aime beaucoup, Karel, tu le sais. Mais je mérite de mourir, c'est ça? Bah quand même, mais c'est pas grave. On s'aimera dans la mort si tu veux. Donc du coup, non, mais est-ce qu'on peut imaginer par exemple un univers étendu où par exemple t'as Resident Evil 1, Resident Evil 7 et Resident Evil 8 avec une série entre les deux? Typiquement, il y a une série Netflix. Tu parles des jeux là, Resident Evil 7 et 8 en jeu. Resident Evil 7 le jeu, Resident Evil 8 le jeu qui va arriver. On a une série Netflix qui est annoncée. Et imaginons si cette série s'intercale entre les deux jeux, est-ce que ça vous paraîtrait envisageable que des producteurs de jeux vidéo intègrent les narrations propres à chaque médium pour créer un univers entre le jeu vidéo et l'audiovisuel par exemple? Ça existe depuis 15 ans, c'est une saga qui s'appelle Dot Hack, qui avait une série de 4 jeux et entrecoupée par une saison animée. Donc c'est possible, ça existe, c'est possible. Merci, tu as parlé de Dot Hack. Merci. Bon, voilà. Non, c'était même pas fait exprès en plus. Pareil, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de ça en fait? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'une série pour faire le lien entre deux jeux? Pourquoi on a besoin d'une série pour faire le lien entre deux films Marvel? Non, exactement, pourquoi? Non mais bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Et je pense que là la question c'est pas tant le transmédia que peut-être aussi repenser la forme même du truc. Comme justement Marie en parlait tout à l'heure, les jeux épisodiques ou même les DLC peuvent apporter, en plus de son lot de gameplay, un lot de narration et d'histoire qui viendront en plus donc à rajouter et étoffer l'univers du jeu sans avoir forcément à passer par une cinématique ou par une série ou par un film ou comme Final Fantasy XV passer par un film avant. Oui mais ces jeux épisodiques ce ne sont que des cinématiques. Pas que, non, il y a aussi l'interaction. En tout cas, moi, les trucs à la Life is Strange ou les trucs à la Telltale, c'est des cinématiques avec lesquelles tu mets. C'est beaucoup de cinématiques, mais il y a quand même de l'interaction. C'est des choix. Moi, ça me rappelle un peu le livre dont vous êtes le héros quand on était gamin. En fait, il se passe des trucs et puis de temps en temps, tu as des choix et puis ça amène à 10 fins différentes selon qui t'a sauvé, quel chemin t'as pris, avec qui t'es parti. Mais en soi, toi, tu fais pas grand chose. Enfin, moi, quand je joue, ça m'arrive de faire autre chose en même temps parce qu'il y a 1000 cinématiques. C'est quand même le concept du jeu. Un livre dont vous êtes le héros, c'est un livre-jeu. Donc c'est quand même ce qu'il voulait dire, je pense, c'est que si on revient à la racine même du concept de jeu, tu joues quand même vu qu'il y a une interaction. Le choix reste quand même une interaction, le choix reste en fait une influence que toi tu as sur l'œuvre en question. Donc forcément, et enfin je veux dire même de manière générale, pas que je veux dire dans les trucs Telltale, un jeu de manière générale c'est l'illusion en fait de la liberté. Tu penses prendre des choix, tu penses prendre effectivement des décisions qui vont changer quelque chose, mais tu sais pertinemment que si tu commences un jeu tu vas le terminer d'un endroit à un autre endroit. Tu y as un début, une fin, sauf effectivement dans des trucs comme Minecraft où là pour le coup c'est toi qui te crées ton propre jeu, où là il n'y a pas forcément de but mais c'est une autre expérience encore. Film Minecraft d'ailleurs qui est annoncé. 2022. Est-ce qu'il y a besoin? Je note qu'on n'a
n'a pas forcément placé nos espoirs dans le film Mortal Kombat 2021 c'est vrai, de James Wan. Malgré un très bon casting. C'est produit par James Wan. Produit par James Wan, tout à J'espère fait. que la fuckball reviendra. Mais avec quand même une belle brochette de cascadeurs et de second couteau d'Hollywood, avec le rôle principal de The Raid en Sub-Zero et Hiroyuki Sanada en Scorpion. Ça peut être sympa. Et aucune trace de Van Damme. De toute façon, le kung fu c'est la vie, donc il faut voilà. Plus il y a de films de kung fu, mieux c'est. On s'y reverra. Rendez-vous en 2021. Merci à toutes et à tous pour ce débat. Il est 18h54. L'émission n'est pas pour autant terminée. C'est l'heure de sévir, n'est-ce pas ? On va s'envoyer des tatanes. C'est l'heure du quiz musical. Et pour ce quiz musical, Je dois enlever le chapeau pour mettre le casque, désolé. comme tu les souhaites. Oui, effectivement, c'est préférable. Quiz musical cette semaine, fidèle à notre credo. Hyperlink, c'est votre cocktail de bulles et de pixels. Vu qu'on parle de jeux vidéo et de cinéma, c'est un petit peu votre cocktail de purge et de pixels. Donc, ce quiz sera consacré à tous ces films, tous ces jeux, qui ont eu des adaptations au cinéma. Donc, exceptionnellement, on va avoir 7 morceaux. 7 morceaux. 7 morceaux exceptionnellement. Charlie, est-ce que tu peux venir en plateau pour avoir 3 personnes de chaque côté? Ce serait cool, merci. Écoute, oui, j'avais dit PJ, il fallait de côté. Donc alors spécial purge, est-ce que ça veut dire qu'il y aura le thème des Razmoquettes parce que c'est les bébés, on purge les bébés ou pas du tout? Ou je passe déjà trop loin dans ta réflexion? Tu es trop loin, tu es trop loin. Gotago fast, comme disent certains. Gotaga fast peut-être. Gotaga fast. Donc les enfants, non, on va pas refaire le plan. Désolé pour Charlie. Charlie est là, mais sans être là. Charlie Merci est là, à toi. PJ. Ok. Ce génie qui est PJ. Il décale un tout petit peu. Voilà, fantastique, super, merci. Parfait. Allez, hop, je suis là pour vous faire perdre. Ça va, Charlie? Oui. Très bien. Donc on a 2 équipes. Je rappelle les règles. Quand même 7 morceaux, 1 point par bonne réponse. Si vous n'avez pas la bonne réponse, la parole va à l'équipe d'en face. On cache les chats avec les conducteurs, s'il vous plaît. Donc on a 2 équipes. À ma gauche, l'équipe cinéma avec Cédric, Marie et Charlie, escorté par Hideo Kojima. Là, c'est un petit peu votre stand sur ce numéro. Et à ma droite, on a l'équipe jeu vidéal avec UV Ball. Désolé, t'as perdu. Désolé Stéphane. PJ est fier de son effet. PJ est très très fier de son effet. Parfait. Un peu comme le gorille de Rampage. Exactement. Ça, parfait. Du coup, je propose qu'on perd pas de temps. On est parti pour le premier morceau. Quand même. C'est un jeu de course. Non, c'est pas un jeu de course. Non. C'est un jeu qui va vite. Oui. Non mais c'est quoi, c'est Outrun? C'est pas Outrun. Sonic. Cinéma, c'est Sonic. Simplement. J'hésitais. J'aurais pas dû. Pardon. Tout simplement, il s'agissait de Sonic the Hedgehog sur Master System. Tout simplement, Starlight Zone composé par Masato Nakamura. Sur Master System. Oui, Master System et Mega Drive, les deux. Ah oui. Mais il y a des gens qui ont joué à Sonic sur Master System. Il y en a. Il y a une version Master System qui est sortie avec une jaquette beaucoup plus. C'est forcément celle que Karel choisit, évidemment. Non, c'est la version Mega Drive, mais le jeu est sorti aussi sur Master System, tout simplement. C'est le premier mot qui m'est venu en tête. Donc 1-0 pour l'équipe cinéma. Le bleu vous réussit. 6 morceaux encore, rien n'est joué. Deuxième morceau. Pokémon, version bleue. Non, équipe cinéma. Pokémon version rouge. Ce n'est pas version rouge, équipe jeu vidéal. Pensez à quel Pokémon est arrivé au cinéma. Quel Pokémon est arrivé au cinéma? Moi je l'ai. Ah non, mais je sais, mais j'ai la main quand même, mais je te montre que je l'ai. Pokémon. Pikachu. C'est pas Pikachu, c'est pas Détective Pikachu, équipe cinéma. Pokémon version jaune. Pokémon version jaune. C'est vrai. On a entendu le Pikachu compressé derrière au moment. Voilà, donc c'était effectivement Pokémon. J'ai pas osé. Je vais créer une nouvelle licence moi aussi. Très bien, mais non, c'était pas Détective Pikachu. Je suis pas méchant au point de vous mettre les musiques de Détective Pikachu auxquelles pas grand monde n'a joué. Yo, Pikachu. Bon, donc c'était le thème d'ouverture de Pokémon jaune composé par Junichi Masuda pour notre bien-aimé Game Boy Color. J'ai pas compris le thème en fait du coup. Moi non plus. Le thème, ce sont les jeux qui ont eu une adaptation au cinéma. Mais du coup, c'est que les musiques des jeux. Oui, c'est que les musiques des jeux. Je comprenais pas la logique. Outrun, ça n'a jamais été adapté. Bah non, mais c'était pas Outrun justement. Je sais, non mais. C'est pour ça que je vas-y, lance le prochain là. Allez, troisième morceau. Street Fighter 2. Alors, Street Fighter 2. Équipe Street Fighter 2. J'avais levé la main, Non mais attends. Street Fighter. Mais techniquement, c'est Street Fighter au cinéma. Oui. Il n'y a pas eu de 2. Non, mais c'est le jeu que je demande moi.
Oh non, bah alors. C'est compliqué, monsieur. Bah non, j'ai dit les jeux adaptés au cinéma. Jusque-là, tout à l'heure, on a dit Sonic, pas Sonic the Hedgehog, le film. Donc 1. C'est vrai. Allez, donne-leur le point. Il concède. Ok, d'accord, très bien. Donc Ça va, il y a 2-1. 2-1, c'est bon. Bah non, mais rien n'est joué, il reste Rien n'est joué. 4 morceaux. 2-1, donc pour l'équipe cinéma. C'est donc le thème de Guile, composé par Yoko Shimomura, pour Street Fighter 2 The World Warrior, sorti sur Super NES. Et PJ nous fait la petite danse, c'est parfait. On embrasse Jean-Claude Van Damme, au passage. 4e morceau. Pareil. C'est un jeu qui a été adapté 3 fois au cinéma. 3 fois. 3 fois. Un jeu ou une série de jeux? Tomb Raider. Bravo. Sérieux? C'est Tomb Raider. C'est le thème principal de Tomb Raider sur PlayStation 1. Tout simplement. Et oui, c'est l'écran titre. Il n'y a pas de piège, hein, écoute. Bon bah Cédric marque tous les points aujourd'hui. 3-1 pour l'équipe cinéma. Désolé Stéphane, je t'ai vu. Non mais vous vous êtes refilé. Je t'ai vu chercher. Ah non, mais il m'a peut-être piqué mon carnet avant. C'est possible, hein, mais bon. Je suis désolé pour toi Stéphane, parce que pour le coup, je te regardais en me disant il va l'avoir. Non mais je l'avais pas. Voilà. Mais c'était ça, oui, effectivement. Donc 3-1 pour l'équipe cinéma. Ça se resserre un petit peu. Tomb Raider composé par qui? Composé par Nathan McCree. Merci. Merci de faire mon travail à ma place. Effectivement. Savoir. 5e morceau du coup. Si. On peut monter. Est-ce qu'on peut le monter un petit peu s'il te plaît, Karl? Si, je l'ai. Ah. Non. PJ. Que dois-je faire? Warcraft. Bravo. C'est Warcraft. C'était un gros indice, hein, mais bon, effectivement. Warcraft, le thème des humains, tout simplement, composé par Glenn Stafford pour le premier jeu Warcraft. Et au passage, je vous redirige vers un remontage du film avec la vraie musique des jeux à l'époque, avec tous les bruitages et tout. C'est assez rigolo. Vous pouvez trouver ça sur YouTube. Au passage, je soutiens Karel. L'adaptation cinéma était pas si nulle. Voilà. Warcraft, c'est regardable. C'est regardable. Ça va. Là, tu me l'as volé, celui-là, le ça va. Ouais, j'ai écrit avec 5 A sur la conversation. Voilà. Bon, là, ça part dans des bytes beaucoup trop privés. Allez. Donc, nous en sommes à combien? Nous en sommes à 3-2 pour l'équipe cinéma, 2 points pour l'équipe jeu vidéo. Rien n'est joué, il reste encore 2 morceaux. Saurez-vous reconnaître l'avant-dernier? On est sur PlayStation. Oui, c'est. Resident Evil, bravo. C'est le thème de la save room des salles. Le premier Resident Evil? Des places fortes dans le tout premier Resident Evil. Et moi, les amis, j'y ai joué il y a 22 ans. Mais ils étaient pas nés. Voilà. C'est fait jouer aux jeux vidéo, c'est important. Je suis vieux, tu sais. Non, mais il y a des musiques plus mémorables que d'autres quand même. Makoto Tomozawa, Koichi Hiroki et Masami Ueda. Ah non, mais voilà, bon, c'est un thème qui te marque un petit peu parce que c'est le seul moment de répit où tu peux sauvegarder dans le jeu, justement. D'où le jeu de mots safe room dans le jeu initial, sorti en 1996. Fanny sauvegardait pas une dernière fois. Voilà, exactement, je sauvegardais pas. Pas de ruban encreur, voilà, tu faisais le jeu en speedrun évidemment. Pour l'honneur, quand même, on garde le dernier morceau, n'est-ce pas? Quelque chose me dit que ça va aller assez vite. Pac-Man. Non, Donkey Kong. Donkey Kong, bravo PJ. Ah merde. Moi j'aurais dit Pixel si j'avais voulu être précis. Oui, effectivement, c'est un petit peu le liant un peu. Voilà, on a Donkey Kong qui a donné naissance indirectement à Super Mario Bros, également au monde de Ralph 1 et 2, mais également à Pixel. Voilà, c'est pas grave, on a quand même gagné. Incroyable. Donc finalement l'équipe cinéma gagne quand même. C'est surtout toi l'équipe. C'est pas grave, c'est un travail d'équipe, j'avais besoin de votre soutien. Bon, très bien. Donc c'est sur ce score de 4-3. 4-3. Merci que se termine ce quiz musical. Les amis, c'est l'heure de recommandation. En avez-vous, Océane? Je me tourne vers toi.
Du coup, moi je voulais recommander Toucan Bertie. C'est une seule saison sur Netflix et en fait c'est l'histoire de deux amis, de deux meufs qui vivent dans une ville. C'est encore plus expérimental que BoJack Horseman parce qu'il y a aussi des plantes qui parlent et qui bougent, c'est absolument génial. Ça traite de plein de thématiques, les caméos sont super chouettes. Il y a Isabella Rossellini qui joue une chouette, littéralement. Je suis très déçue qu'il n'y ait pas de seconde saison parce que ça laissait plein de choses en suspens et les personnages étaient super attachants. Ils sont pas en développement peut-être pour la faire ailleurs ? Non, pas du tout. D'accord. Ça fait un bout de temps qu'elle est sortie la saison 1, je crois. Donc, non, c'est l'année dernière. C'était l'an dernier qu'elle est sortie, ouais. Et ça a été annulé à peine 2 mois après sa sortie. Enfin, vraiment, Netflix a vraiment coupé ça net très très vite. Donc, vraiment, donner une chance à la série parce que c'est super attachant. C'est pas BoJack Horseman, mais c'est autre chose et le casting vocal est top et voilà, c'était un gros coup de cœur de l'an dernier. Merci Océane. Cédric. Oui, moi j'en ai 2 spécial films français. J'ai 2 films français à recommander pour une fois. Le premier, c'est le dernier Azanavicius, Le Prince oublié, qui est pas son meilleur. Il y a des petits défauts par-ci par-là, mais je trouve qu'il y a une vraie bonhomie et une vraie sympathie. Comme d'habitude, on ressent bien le travail d'Azanavicius, qui a toujours un faible pour ces espèces de héros over the top dépassés par la situation ou le temps qui passe, quoi. Et c'est un film allégorique, c'est un conte de fées. Donc voilà, c'est sincèrement pas son meilleur. Je vais pas vous le vendre comme un OSS ou Le Redoutable ou ce genre de choses, mais moi j'ai vraiment passé un très bon moment. Et le deuxième, c'est un film français de genre qui s'appelle La dernière vie de Simon, qui est sorti au cinéma il y a 2 semaines, fait par Léo Carman, qui est un ancien de promo à moi et ça n'a aucun rapport, mais j'y suis allé entre autres parce que je connaissais un peu ce qu'il y allait derrière. Et c'est un film français de genre avec un petit budget mais pas un énorme budget, qui a mis 9 ans à se faire, dont le concept est simple. C'est Simon est un orphelin qui a la capacité depuis sa naissance de pouvoir prendre la forme de tous ceux qui touchent, et un jour il va prendre la place de quelqu'un parce qu'il en a marre d'être orphelin. Je fais un vrai résumé, je ne spoil pas parce que plus je spoil et moins on apprécie l'expérience, mais quand j'ai vu le film je me suis dit qu'il y avait déjà le scénario est plutôt sympa. Si j'enlève un élément de la fin que j'ai trouvé très dérangeant dans l'écriture et qui me semble très bizarre, j'ai trouvé le film plutôt bien tenu. Il y avait des plans très sympathiques qui pouvaient rappeler un peu du sous Spielberg, et ça tombe bien, j'ai vu après en interview que c'était une de ses références, donc pour moi c'est tout banco, allez-y. Merci Cédric. Stéphane. Alors moi j'avais pas préparé du coup, mais non, mais en ce moment je joue à Journey to the Savage Planet, qui est un petit jeu sympa qui est créé par des anciens de chez Ubi notamment. Ils avaient bossé, c'était le creative director de Assassin's 3 et Far Cry 4. Et c'est un jeu en fait, en gros tu joues un astronaute. Alors tu peux choisir pour le coup ton personnage, même si ça n'a pas vraiment d'incidence. Donc t'es entre une gueule à mulet, une autre gueule à mulet, une autre gueule à mulet. Enfin bref, c'est un jeu assez comique en fait sur le fait d'aller visiter une planète et de scanner un peu tout l'écosystème pour savoir si on peut la coloniser. Donc c'est très caustique, ça tire à boulet rouge sur le capitalisme. C'est plutôt marrant, c'est assez court, hein, on peut le faire en 8-10 heures quoi. Et c'est vraiment sympa, c'est vraiment un jeu pour le coup middle budget quoi. Je crois qu'ils le vendent à 40€. Ça vient de sortir sur partout, toutes les consoles je crois, à part la Switch. Merci. Pas encore peut-être. Marie. J'avais pas trop réfléchi non plus, j'ai pas vu de trucs récemment. Je peux donner la parole à PJ si tu veux. Non, je vais faire une reco un peu facile. Je vais recommander Harley Quinn, parce que même si le film est loin d'être parfait, moi ça m'a fait plaisir de voir Margot Robbie se réapproprier le personnage, la rhabiller un petit peu et qui fait son personnage après la catastrophe que ça avait été dans Suicide Squad. Donc voilà, c'est pas un film incroyable, mais moi j'ai passé un bon moment et ça m'a fait plaisir, donc voilà. Mention spéciale pour la scène en patin à roulette, qui est vraiment très très fun. Qui reprend pas mal du coup. Moi j'aime beaucoup Harley Quinn et j'aime depuis évidemment la série animée de 92, mais j'aime aussi beaucoup le run de comics de Conner et Palmiotti, et du coup c'est vraiment le même personnage avec pas mal d'éléments qui sont repris, et donc j'étais assez contente de voir ça au ciné. Merci beaucoup. PJ. Puppy Cross. Il faut jouer à Puppy Cross. Vous aimez les chiens, vous aimez le Picross, jouez à Puppy Cross. C'est sorti sur Steam, c'est sorti sur Itch.io. C'est en promotion jusqu'à la fin du week-end, il me semble. Allez-y, jouez-y. En plus, c'est fait par des gens bien. Lola, si tu m'écoutes. Lola Guildou, la développeuse du dimanche. Et c'est exactement ce que ça vend, et c'est parfait en fait. C'est juste du Picross en plus avec un modèle illimité. Il y a des Picross
généré aléatoirement. Donc la rejouabilité est juste illimitée. Donc allez-y, foncez. C'est beau. Avec une bande-son choupichou. Exactement, avec plaisir. une magnifique bande-son en plus que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, très bien. Donc c'est sur Steam et ça s'appelle Puppy Cross. Charlie. Moi je vais vous recommander 2 films que j'ai vus récemment. Pas 2 films. Enfin un film déjà. C'est Warcraft. C'est Marriage Story que j'ai vu il y a une dizaine de jours je crois et qui m'a mis une sacrée claque quand même émotionnellement. Faut le traverser. Et je trouve que c'est un film qui est très, très beau, très sensible. C'est pas forcément dans la veine de ce qu'on peut trouver chez Netflix, qui essaye d'être un peu plus, on va dire, efficace, esthétique. Donc je trouve que rien que pour ça, ça peut valoir le coup de soutenir la démarche, on va dire. C'est pas forcément un film qu'on attend de voir sur petit écran. Donc voilà. Et puis ensuite, je me suis fait une mini rétro Shyamalan il y a pas longtemps. Et j'ai revu Le Sixième Sens, j'ai revu Village, et donc je pense toujours autant de bien de ce réalisateur. T'as revu After Earth aussi? Oui. Mais du coup, voilà, Glass, que j'ai revu aussi il y a pas longtemps, c'est un réalisateur vraiment excellent, et donc voilà, regardez Shyamalan, c'est top. Merci Charlie. Quant à moi, je vais vous avant, je vais quand même prendre les recommandations du chat rapidement, parce qu'elles sont très nombreuses cette semaine. On a donc laissé tomber le cinéma, tournez-vous vers le théâtre, nous dit Makin 555. Regardez la pièce de Tales of Vesperia, qu'est-ce que c'est que ça? Prof Isekai, ma recommandation c'est Dragon Quest Your Story, c'est pas bien mais c'est sur Netflix, mais qu'est-ce que c'est dingo visuellement. La débauche, Benjamin Benoît qui nous recommande hashtag je suis là, bonne surprise. Yappa qui nous recommande la conférence manga jeux vidéo Destin croisé du Festival européen du film fantastique du film de Strasbourg, avec pas mal de belles personnes comme Al236 et Rufio. Shueisha 64 qui nous recommande aussi Dragon Quest Your Story, juste pour la bataille finale, le reste poubelle. Ray Dynamis, je vous recommande Wandersong et également pas mal d'autres choses, je vais pas toutes les faire. Pour finir, Riki no Kage qui nous recommande Frix Café, chef-d'œuvre manga chez Akata. Quoi Non mais je connais Riki, je sais pourquoi il recommande ça, c'est pour ça. Très bien. Alors, allez, c'est avec précaution. Sincèrement. D'accord. C'est pas à mettre entre toutes les mains Frix Café, c'est interdit au moins de 16. Hein. Moi je le mettrais facile, moins de 16, moins de 18. Ok, donc la semaine dernière on a eu Interspecies Reviewer, cette semaine on a eu ça. C'est un peu dans ce genre-là. Okay, d'accord. Cette semaine on a Sonic. Enfin, qu'est-ce que je te dis Oui, d'ailleurs, Benjamin Benoît a fait un très bon livre sur Sonic. Je recommande le livre de Benjamin Benoît. Voilà, sur Sonic chez Third Edition, Génération Sonic. Tout à fait. Alors tu m'as un petit peu devancé sur ma recommandation, Stéphane. J'allais recommander The Warriors, film de Walter Hill, du coup en 1979. Donc je pense qu'on a suffisamment mentionné ces. Tu peux recommander le jeu Rockstar. Je peux recommander le jeu Rockstar, mais auquel je n'ai pas joué. Ah bon, c'est vrai, elle est cool. Hein. Je sais pas. J'ai pas joué. Je la recommande aussi. Tiens, voilà. Très bien. Non, du coup, je vais vous recommander Sonic Mania, qui trône sur ce plateau, qui est un jeu absolument incroyable. Tu as pas joué les Soul Booster. Mais alors, une fois pour toutes, je l'ai en démat. Ensuite, il est sorti en boîte. Je l'ai gagné un concours au Kawaii Café. Une fois pour toutes, j'ai trop d'argent. J'ai besoin de boîte chez moi. Arrêtez. C'est pas compliqué. Vous téléphonez au RP de Core Media qui faisait gagner les jeux ce soir-là. Voilà. Super. Monsieur a ses contacts. On va faire ça. Et je reviens si c'est faux. Étienne Fouillat, si tu nous regardes, c'est lui qui animait voilà, vous avez des témoins oculaires, c'est bon, je suis perché, y a pas de problème. Non mais du coup je vais vous recommander un film Tombé du camion qui n'a pas d'offre légale chez nous malheureusement, mais c'est le film Animal Crossing. Film animé Animal Crossing. Non mais je vous jure, il est vraiment vachement bien. C'est pas grave, te crois. C'est bienvenue chez HT mais en bien. C'est-à-dire que c'est littéralement un personnage qui va arriver dans un village, qui va arriver dans un village, qui va cueillir des fleurs, avoir livrer du courrier, etc. Pourquoi et tu se fais ça aux familiariser. figures de style? Pourquoi tu fais ça à la langue française? Arrête de faire ce genre de comparaison. Eh bien, Mouloud, en rhétorique, on appelle ça une absence totale de respect. Donc cette émission part trop en couille, donc je vais arrêter là. Donc Animal Crossing, il y a une version VF que vous pouvez trouver aussi tombé d'un autre camion si vous cherchez bien sur Sens Critique. Voilà, c'est tout pour moi. Regardez un film en kit, c'est bien. Ouais. Mais je comprends plus rien, mais il n'y avait pas du respect, maman, j'ai rien compris. Non, justement. Eh bien non, Mouloud, il n'y en a plus. Donc c'est tout, comme le veut l'adage. C'est la fin des choux. Et c'est la fin de ce numéro 117 d'Hyperlink. On espère que ça vous a plu. Stéphane, Marie, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Marie. Nous, toujours sur les réseaux de Panic Cinéma et au Forum des Images, on fait notre prochaine séance
commence le 29 février. Ce sera, on en a parlé tout à l'heure, c'est Event Horizon, donc de Paul Anderson, avec le vidéaste Alt 236 qui sera là pour parler du film. Et on aura en exclu aussi, on projettera sa prochaine vidéo, le pilote d'une nouvelle série qui va lancer. Et donc j'en profite pour placer que les mises en vente seront en ligne demain sur le site du Forum des Images. Voilà. Très bien, bon salut Quentin Boéton du coup L236. Stéphane. Je pense que tu avais dit tous les trucs au début, la Capture Mag. Capture Mag. Voilà, c'est ça. Et voilà, c'est tout. Bon, n'hésitez pas, évidemment, on vous remercie tout le monde sur le chat d'avoir été très nombreux aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch si vous avez un petit Amazon Premium qui traîne. Ça nous aide à nous investir davantage, à produire davantage d'émissions. Dieu sait si elles sont demandeuses en énergie, surtout celles qu'on vient de se faire cette semaine. Moi, perso, j'ai eu une semaine absolument abominable sur le plan cinéphile. Donc, on va se rattraper la semaine prochaine, Cédric, parce qu'on va parler d'un cinéaste autrement plus talentueux qui a peut-être été décoré récemment. Que les gens ont découvert cette année pour un petit film qui s'appelle Blatt ou Cafard ou je sais pas, Parasite. Parasite, c'est ça. Parasite, c'est ça, ouais. Donc effectivement, spécial Bong Joon-ho la semaine prochaine. On peut d'ores et déjà vous annoncer que Johan Orzulik de la chaîne Monsieur Bobine sera présent. À la semaine prochaine. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 17h en direct sur VL.